Bonjour à tous et à toutes qui êtes là. Ah, c'est très bien. Ah, voilà. Donc là, maintenant, il faut que je comprenne un petit peu comment ça marche, comment on change de scène, comment on fait tout ça. Merci Chunget Maltech de venir sur le live. Cheveux Spicy, ouais, il est où le chouin? Et il est au resto, il est à Paris pour le mariage où t'as pas été invité. Oh frérot, excuse-moi, j'ai une quinte de tout là. J'ai une canne Flush Royale. Du coup, j'ai mis le petit feu. On va faire une nouvelle chronique. Je suis un peu rouge, ouais, mais ça, je suis tout le temps rouge sur la caméra. Ben, je suis chez lui parce que j'habite chez lui. Hein. C'est là, hein, moi je travaille ici. Hein. C'est mon studio de tournage. Hein. Désolé, mon ref. Attends, putain, mais j'ai tout cassé, moi. Ok. Je suis juste un peu rouge. Ça, je sais pas comment le régler. Coucou Alicia. Les gars, je vous dis, ce soir, ça va pas être fun avec des jeux et tout. Hein. Non, éteins le feu. Ouais, mais le feu, c'est pas ça qui va faire la couleur rouge. Non, mais je sais qu'on peut changer la colorimétrie, mais je sais pas le faire et j'ai peur de tout casser. Donc, je vais laisser comme ça. Je vais laisser comme ça, écoute. Hein. Ma foi, qu'est-ce que je te dise? Je serai juste un peu rouge. Après, y a pas de problème, quoi. On dit que j'ai bronzé. Merci, c'est gentil Alicia, ça fait plaisir. J'étais un peu stressé, je vous avoue, de faire un live tout seul. Il n'y a pas Clément, on n'est pas là pour rigoler tous les deux. Là, on va faire quelque chose qui me plaît particulièrement, moi. Pour tous ceux qui me connaissent, c'est vrai que j'aime beaucoup l'actualité politique, l'actualité sportive, l'actualité un peu de tout, et j'aime bien les débats. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je vous dis que ça va pas être très fun. On va réagir à une vidéo que j'ai beaucoup aimée, qui explique bien le système français et comment ça se passe ici et tous les problèmes qu'on peut avoir sur plein de petits trucs. Et cette vidéo je l'ai bien aimée. C'est un peu un avis que je partage. Du coup, voilà, je voulais me lancer un petit peu dans une petite chronique comme ça. Avec Clément, on va essayer de faire des petits lives en solo aussi, parce que Clément lui a d'autres passions que moi j'ai pas forcément, et l'inverse. T'avais pas l'autorisation de faire... Non, et il n'y a pas la fibre chez moi. Et vu qu'il n'y a pas la fibre, je peux pas faire de live chez moi pour l'instant. Mais c'est prévu, hein, ta chambre, ça va devenir mon studio de tournage. Le seul truc, c'est que j'ai peur de réveiller Isao. Quand je parle comme ça, je parle quand même assez fort. Hein. Donc là, si quelqu'un dort à côté... ça va être compliqué. Du coup, ce qu'on va faire ce soir. Déjà, je voulais vous montrer une petite dinguerie qui s'est passée. Chunget Maltech, je t'en ai parlé, je voulais te montrer la vidéo. Tu vas halluciner de ce qui s'est passé dans une école. Pour tous les parents qui ont des enfants à l'école, si vous êtes sensible, ne regardez pas cette vidéo. Parce que c'est quand même une dinguerie de ce qui s'est passé dans une école pour un enfant de 3 ans. C'est parti, on va mettre le son. Alors je vais essayer de... Soyez indulgents avec moi, la régie, c'était pas moi qui le faisais normalement. Mais là, je vais essayer de le faire, comment ça marche. Comme ça, tac, tac, tac. Ok, on a la vidéo en un peu gros plan. Ok, vous êtes prêts? Les parents qui ont des enfants, éloignez-vous un petit peu de la scène, ça va être un peu hardcore. Donc en fait, je vous explique ce qui s'est passé. Aujourd'hui ou hier, il y a une maîtresse qui a frappé un enfant de 3 ans parce qu'il faisait un caprice. C'est assez hardcore, la vidéo est un peu troublante parce qu'avec les pleurs de la petite et tout, c'est un peu compliqué. Donc je vais vous la mettre, on va passer sur... Alors... Il y a tout qui va se casser, je vais appuyer sur un bouton frérot, je vais finir sur Pornhub, je comprends pas le délire. Si je fais ça, bam. Et là, j'ai le retour là-bas, retour caméra, à vous les studios, c'est une dinguerie, ça a marché. Du coup, c'est parti pour la vidéo, je vous laisse regarder et c'est parti. Non, dis pas que j'ai tout cassé. Il n'y a plus d'internet. En l'espace de quelques jours, on va passer... Mais qu'est-ce qu'il veut lui le frérot? Je t'ai pas demandé à toi de venir. Allez, c'est parti la pauvre. Putain, ça me fait trop de la peine. Dans cette salle de classe d'une école parisienne, une petite fille a une crise de larmes. Lorsque l'institutrice s'approche et lui donne un coup violent au niveau du dos. Frérot, ça va. Toi, tu... Le choc fait chuter l'enfant de 3 ans par terre. Mais les pleurs continuent.
L'institutrice décide alors de prendre une bouteille contenant un liquide non identifié. Derrière le bureau, elle asperge son visage. La vidéo est filmée par un... Voilà, ça fait du bien là, frérot, elle a 3 ans. La ministre de l'Éducation nationale démissionnaire a déploré des images choquantes et inacceptables. J'ai demandé sans délai le lancement d'une procédure Non, c'est disciplinaire dingue. avec une suspension immédiate de la professeure. J'adresse tout mon soutien à la victime et sa famille qui sont prises en charge. Les parents ont porté plainte. Ah bah ouais. La professeure des écoles a reconnu les faits et présenté ses excuses à la famille. Elle sera convoquée prochainement par le rectorat. Frérot, c'est une dinguerie quand même. C'est abusé. J'espère que j'ai bien mis pause. Toi, tu m'as saoulé, frérot, je te déteste. Non, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Toi, c'est parce que... Chaud et Spicy, c'est parce que t'as pas d'enfant. Mais là, c'est en fait, c'est la mère d'un enfant qui était là. Apparemment, je sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là. Ouais, c'est vrai qu'il devrait avoir une caméra. Ça, c'est vrai que je comprends pas pourquoi il n'y a pas une petite caméra dans une classe avec, tu vois, un accès pour chaque parent pour pas que justement il y ait tout le monde qui se connecte au truc. Et en fait, t'as un code quand t'es un parent et tu peux checker ce qui se passe dans la classe, quoi. Et même juste pour voir ce qui se passe et pour voir comment ton enfant y réagit, parce que pour tous ceux qui ont des enfants qui vont à l'école, il faut savoir qu'à partir de 3 ans, quand tu mets ton enfant à l'école, t'as plus de nouvelles de ce qu'il fait de la journée. C'est fini. C'est quand même une dinguerie, je trouve. Ouais, mais au final... Ouais, je suis d'accord, mais quand même, elle a filmé, donc au final, elle a quand même réagi au truc plutôt que le laisser comme ça et rien faire. Mais c'est pas bien, après, elle lui a mis un pied bouchon. Non, mais d'accord. Mais c'est parce que c'est pas ton enfant que tu dis ça. Moi, y a rien que la prof, elle lui jette de l'eau au visage, déjà. C'est déjà une humiliation de fou. Si c'est ton enfant, tu réagis pas comme ça. Et en plus, tu frappes un enfant, ça veut dire que... Imagine, t'as un parent qui frappe pas son enfant, et là, t'as ta professeure de classe qui vient et qui frappe ton enfant. Alors que toi, t'as jamais mis un coup à ton fils ou à ta fille. Après, ok, elle fait un caprice, mais c'est ton métier, frérot. Tu fais 6 ans d'études pour être prof, pour faire des dingueries comme ça. Mais oui, mais t'es obligé. T'es obligé. Gardez 10-15 enfants du lundi au vendredi pendant 10 ans, après vous verrez. Bah, Orlan, elle le fait, hein. Orlan, elle a son diplôme et elle a fait ça pendant 10 ans, hein. Ça me fait plaisir que tu sois là, Australian Beach, tu vois, c'est ça, c'est les arguments comme ça qui vont nous faire débattre de toute la soirée, là. Mais je suis d'accord, mais c'est sûr que c'est dur, mais fais pas ce métier. Ou alors arrête au bout de 10 ans et change de métier. Va faire gardien de prison. C'est de l'eau au visage qui me choque le plus en vrai. Ouais, l'eau au visage, c'est vraiment l'humiliation, quoi. Tu sais, je t'asperge. Tiens, voilà, ça te fait du bien, ça? Mais frérot, mais t'es qui? Excuse-moi, mais t'es qui? Est-ce que t'es professeur des écoles ou t'es gardienne de prison? Ouais, mais malheureusement, c'est vrai qu'un écart dans ce métier-là, sachant que tu es garant... Et en plus, ce qui est bien, c'est que le débat d'après va porter sur ça. Tu es garant de l'éducation de nos enfants et tu es garant de leur bien-être, tu vois. Je comprends franchement que c'est dur. Mais dans ce cas-là, t'arrêtes, tu vois. Bah ouais, c'est surprenant, c'est sûr. Après, c'est trop énervé, quitte la classe. Ouais, mais je pense que malheureusement, elle peut pas sortir de la classe et laisser les autres enfants. En plus, quand on voit sur la vidéo, les autres enfants, ils sont choqués de comment elle fait. Regarde, attends, s'il te plaît, juste je te remonte la vidéo. Tu vas voir, ils sont choqués, les frérots. Là, tu vois, il y a un petit. Là, j'imaginais trop que c'était mon fils qui regarde la scène. Il aurait fait exactement la même chose, tu vois. Il est là, il est choqué. Choquestre, le frérot. Regarde le petit qui est là. Lui, il comprend rien. Dans la classe d'une école parisienne, une petite fille a une Il bouge pas. Lorsque l'institutrice s'approche et lui donne un coup violent au niveau du... Du coup, le truc, c'est que elle traumatise pas juste l'enfant qu'elle frappe, tu vois. Elle traumatise aussi les enfants. Elle traumatise les enfants autour. Non, mais oui, je suis d'accord. Il y a des enfants, c'est des titans colossaux, les frérots. Mais ah merde, j'ai pas changé la scène. Je fais pas ici, tu captes, je suis un peu éclaté ou pas? Attends, je remonte. Putain, je suis nul. Clément, reviens, s'il te plaît, je t'en supplie, reviens, Clément. Regardez l'enfant, là.
Regardez lui là, le pauvre. Là, il doit avoir un jouet dans la main. Il est là. Une petite fille a une crise de Pourquoi larmes. Déjà, pourquoi elle crie comme ça, la petite? S'approche et lui Ah. donne un coup Eh violent. ben, du coup, moi, je vais moins faire le beau là. Le choc fait chuter Elle est l'enfant de malade, 3 cette ans fille. par terre. Mais les pleurs continuent. Et il a pas bougé encore, il est encore là. Chris décide alors de prendre une bouteille contenant un liquide non identifié. Non, c'est pas possible. Moi, je Derrière le bureau. pleure, frérot. Elle est encore là. Non, mais oui, mais le coup à un enfant, c'est horrible, mais c'est les autres enfants qui sont autour. S'il avait eu peur, Non. Un enfant, quand vraiment il a peur, je te jure, il bouge plus. Il bouge plus, il est là, il est choqué, il regarde comme ça. Non, franchement, un enfant, s'il a peur, il réagit pas pareil qu'un adulte. Il bouge pas. Tu vois, des fois, ben moi je parle pour mon cas, des fois il y a des trucs où il y a quelqu'un qui lui fait peur ou quoi, il va regarder comme ça. Si je bouge pas, je disparais, genre. Tu vois, genre, ah, là, il y a peut-être une cape d'invisibilité, je bouge pas, je disparais. Mais non, mais malheureusement, ça se passe pas comme ça, mon petit. Donc voilà. Voilà la vidéo qui m'a le plus choqué, tu vois, dans la journée. Hein. Bah après, écoute, c'est pas non plus la mort, hein, mais bon. Déjà, il est à l'école. Mais bon, aussi, après, c'est de ça qu'on va parler aussi. Après, on va regarder une vidéo pour ceux qui veulent rester, pour ceux qui veulent la regarder avec moi et débattre avec moi là-dessus, sur la méritocratie et sur les chances, l'égalité des chances en France, tu vois. Genre vraiment, est-ce que on a tous les mêmes chances à l'école ou est-ce qu'on est tous, on part tous du même point de départ? Et la vidéo est très bien faite. C'est le média Blast, je sais pas si vous connaissez. C'est un média assez intéressant. Après, bon, on va dire que c'est un média de gauche, c'est un média pour les communistes ou mais c'est peut-être les idées que j'aime bien, tu vois. Donc on va regarder ça après. Mais voilà, tout d'abord, déjà, je voulais vous dire merci tous d'être venus. C'est un peu stressant d'être tout seul, je vous avoue. C'est pas un live que j'avais imaginé faire aussitôt. On savait qu'avec Clément, on allait faire des lives solo pour pouvoir toucher une plus grosse audience. Parce que Clément, lui, je pense que il va plus se diriger vers des lives où il va faire des trucs artistiques, un peu de la création de musique ou du graphisme ou des trucs comme ça, parce que c'est un peu ce qu'il kiffe. Mais moi, c'est ce que je kiffe, tu vois, et j'aimerais développer l'émission pour passer sur des formats où il y a des débats. Merci beaucoup, Alicia, ça fait plaisir. Ou Alizé, je pense à Alizé parce qu'Alicia me déteste. On va passer, tu vois, j'aimerais bien faire des émissions de débat où on reçoit des gens, où on peut parler de sujets un peu plus vastes, tu vois, que juste rigoler, ce que j'adore. Hein. Moi, mes passions, c'est rigoler et débattre. Et des fois, le mieux, c'est de débattre en rigolant. Ça, c'est le top. Mais c'est pas toujours le cas et c'est ce que j'aime bien aussi quand les débats un peu s'envolent. Et puis, mais toujours dans le respect, par contre, parce que on a un groupe de potes où tu vois, on a toujours débattu et mangé des CUL, je suppose, parce que moi j'ai C2 étoiles. C'est vrai que j'adore ça. J'adore ça. Chunget Maltek, ouais, c'est vrai que, mais je suis pas sûr que t'aimes les débats, toi. Toi, dès qu'on part sur un truc, ça t'énerve et on débat plus, quoi. On se frappe. On fait la bagarre. On débat plus, on se bat, nous. Chunget, elle viendra peut-être un jour, hein. Écoute, on sait jamais, hein. Peut-être qu'un jour on va faire un live sur la bagarre. Et on va se battre en live, hein. On va voir qui c'est qui va gagner, hein. Par contre, tu sais pas écrire Chouguette, hein. Chouguette, c'est un truc à la cantine. Si tu mets que des infos de gauche, non. Mais non, c'est pas le but. Là, je voulais commencer par ça parce que je savais pas s'il y allait avoir du monde. Et de toute façon, c'est une vidéo que je voulais voir, tu vois. Donc, je me suis dit, oh, je la regarde en live. Je suis là, je suis chill. Il y a des millions de personnes. Je gagne des centaines de milliers d'euros. Mais du coup, je suis tranquille, quoi. Mais plus tard, bien sûr, que je vais mettre des infos. Si la chronique continue, on pourra peut-être même travailler avec des gens qui sont à l'opposé de moi en termes d'idées. Parce que c'est vrai que dans mon entourage proche, j'ai pas du tout les mêmes idées que mes amis les plus proches. Et ça, c'est beau parce que du coup, ça veut dire qu'on est amis
au-delà de nos idées et que les repas de soirée arrosée sont un peu compliqués parce qu'on déconne de fou. Du coup, je vais essayer de bien faire le changement de vidéo. Et le live va pas durer très tard ce soir, hein. Tout seul, franchement, j'ai du mal à meubler tout ce que je dois dire. Et puis, je travaille demain à 11h, c'est un peu tôt, donc ça va être compliqué. Au-delà de nos différentes... Quoi ? Au-delà de nos différentes... C'est quoi, c'est la chanson ? Au-delà de nos différentes... Maintenant qu'on est face à face, on se ressemble 100%. Quand tu feras des lives seul, tu parleras de voyage. Ouais, carrément, ouais. Carrément. Je vais faire des lives où je parlerai un peu de mes voyages, où je ferai un petit peu où je montrerai peut-être des vidéos de ce que j'ai le plus aimé. On va débattre un petit peu du meilleur pays, bien qu'il n'y en ait pas, de la meilleure culture, bien qu'il n'y en ait pas. Et surtout, on va regarder les endroits qui sont intéressants à voir et d'autres qui sont un petit peu moins intéressants à voir, peut-être. Parce qu'il faut le dire, hein, dans le voyage, il n'y a pas tout qui est bien à voir. Et il n'y a pas tout qui est bien à voir pour tout le monde aussi. Parce que nous, on a pas mal voyagé et du coup, on nous disait parfois ce pays-là, c'est une dinguerie, c'est le meilleur pays du monde, t'y vas, c'est pas cher, tout le monde est accueillant, il fait beau. Et t'arrives et il fait moche, t'as une mauvaise rencontre dès le début, tu te fais arnaquer dans un resto, et du coup, le pays pour toi, il est bof, quoi. Donc du coup, c'est vrai que ça dépend des goûts, ouais, de tout le monde, ouais. Comme d'autres pays où pour moi c'était les meilleurs et pour d'autres pas du tout. Donc voilà. Mais en tout cas, ceux qui veulent partir, franchement, ça me fait déjà plaisir que vous soyez restés jusqu'ici. J'en étais sûr. Cette phrase, j'ai dit pour toi la dernière phrase, frérot. NZ, on n'a pas du tout kiffé de la même façon. Moi, j'adore les NZ. J'adore les moutons. J'en mange pas. C'est trop bien. Tu vas à Cornwall Park, là, t'as des moutons qui ont fait des petits agneaux. Tu leur fais des petits câlins. Vu que tu me parles jamais, au moins ici, je pourrais savoir tes voyages. Pourquoi tu mens ? Tu connais tous mes voyages. Tu les connais mieux que moi. T'étais toujours avec nous, au téléphone, avec Orlan. Café qui ferme à 15h. Bah ouais. Frérot, tu te lèves à 6h. Tu fais du surf à 5h du matin. Ton café, il ferme à 15h. Non, après, t'abuses, tu forces. Comment il s'appelle, lui déjà, le café de Cornwall Park, il fermait, il était 20h. Et le bistrot, il fermait, il était 22h. On faisait des functions. De toute façon, tu te couches à... Waouh, ça clash de fou. Ouais, c'est vrai. Moi, en ce moment, on a pris un rythme, on se couche très tôt aussi. C'est agréable quand même, hein. Là, on est allé en Irlande ce week-end. Et ils ont aussi un rythme où ils se couchent très tôt, où ils se lèvent très tôt aussi. Donc du coup, c'est perturbant quand tu commences à manger, il est 19h. Tu vas te coucher... Donc bon, c'est bof. Tout est fermé tout le temps. Mais pourquoi il ment, lui ? C'est pas possible. Allez, c'est parti. On va se mettre la petite vidéo. On va essayer de changer en mode sans échec. Du coup, c'est un média qui s'appelle Blast. C'est un média intéressant. La dame a l'air gentille, de gauche, tu vois. Donc elle est un peu sympa. Et alors, attends, je crois que je vais tout casser là. Ah, je suis en gros plan là déjà. Mais je suis trop fort en fait. Je vais mettre comme ça. C'est peut-être bien, on va tester. Écoutez, bon, franchement, c'est un live de test. Soyez pas méchants avec moi, je suis un mec gentil. On va mettre l'écran comme ça. Et on va y aller. C'est parti pour la vidéo. Et je mettrai des pauses des fois quand on veut en parler entre nous. Mais attends, pourquoi ça bug moi sur mon téléphone ? Je comprends pas. Alors, comment ça bug ? Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tac. Désolé, hein, la Régis, c'est Clément normalement. Moi, je fais que rigoler. C'est mon délire. Ok, c'est bon, j'ai le dernier message de Australian Beach que j'adore. Tout est fermé tout le temps. Je l'ai ici aussi. C'est bon, on peut partir sur la vidéo. Quand on veut, on peut. C'est une idée extrêmement répandue dans la culture, les médias ou la politique. La France est et doit être un pays méritocratique, un pays où l'on réussit par la force de son mérite. C'est toute la République le mérite. La République, c'est quoi ? C'est l'histoire du petit garçon qui n'a rien et qui peut devenir un président de la République,
Le mérite, c'est la chose la plus importante qui soit. Est-ce que ça peut être une... Déjà, lui, je le déteste, on peut le dire. Voilà, donc c'est bon, c'est parti. On est sur l'introduction là de la vidéo. On voit que ça va être une vidéo qui est préparée, qui est assez bien préparée. Il y aura des images de ce qu'elle dit. Elle va pas envoyer des chiffres au hasard. Elle va toujours tout appuyer avec des graphiques et tout, donc ça c'est cool. Une piste Donc on est aujourd'hui en reparti. France de payer les fonctionnaires au mérite? Moi, j'y suis tout à fait favorable. Moi, je pense qu'il faut accroître la part, en effet, de mérite, la part d'évaluation dans la rémunération de la fonction publique. C'est une façon de le moderniser. La méritocratie, telle qu'on la conçoit, est très importante à analyser car elle sous-tend une grande partie du débat politique et médiatique. C'est bien parce que bon nombre de gens pensent qu'il y a une certaine justice Frérot, elle a en des France, cheveux. que si l'on possède quelque chose, c'est parce qu'on le mérite. Ils sont qu'autant de tellement personnes longs. développent dans les Coupe tes médias cheveux, mon ref. un soi-disant problème avec la réussite, notamment avec les très riches. Et oui, Eh ouais. selon eux, s'ils sont fortunés, Après, c'est vrai qu'on peut, ça, on peut l'accorder aux gens qui réussissent, qui ont la chance de réussir. La France est quand même un pays assez jaloux où il y a pas mal de personnes qui vont envier, mais un peu de façon un peu néfaste, tu vois, la réussite des gens. Donc ça, c'est vrai qu'on peut lui reconnaître, tu vois, à ce pays. D'être assez compliqué là-dessus. ils ont une grosse carrière, c'est qu'ils l'ont mérité. Alors quand ils sont critiqués, ils prennent ça pour de la jalousie. Moi, je trouve qu'il y a un problème dans notre pays. Je retire, sauf lui, frérot, je le déteste. Lui, tu vois, c'est typiquement le genre de mec que sans ses aides extérieures, il aurait jamais réussi dans ce qu'il faisait. Franchement, je veux pas... Et je suis sûr que là, si on fait des recherches sur Internet et qu'on tombe un petit peu sur son enfance, à mon avis, lui, il est fils de médecin qui ont très bien réussi. Ils l'ont mis dans une école gratuite. Il a eu gratuite privée. Il a eu des contacts exceptionnels dans le milieu. Et du coup, il est devenu animateur. Mais franchement, lui, je pense que sans tout son réseau, il aurait été éclaté. Merci. Il est trop méchant. Oui, je suis d'accord. C'est méchant capitaliste. Oh, Elisa, comment ça va? T'es venu un petit peu débattre avec moi, ça fait plaisir. Ça fait hyper plaisir de te voir sur le live. Et je pense qu'Elisa, de toute façon, ce que j'aime bien, c'est que tu auras à peu près les mêmes idées que moi. Donc ça, c'est cool. J'aurai un peu une amie qui va me défendre. C'est qu'on n'aime pas la réussite et le succès. Donc vous trouvez que les Français ont un problème avec ça? Avec la réussite ou avec l'argent? Avec la jalousie. Là, c'est Avec un... la jalousie, vous Là, dites c'est un quoi? autre... Ouais, la jalousie. Là, tu vois, c'est là où je me pose des questions sur... Est-ce que là, on peut parler de méritocratie et je pense que oui, parce que c'est du sport. Là, c'est David Ginola à gauche. Et à droite, c'est... On le voit pas parce que je suis dessus. Je suis une merde. Tact. Oh non, j'ai tout cassé. C'est... Qu'est-ce que je fais, mes frérots? C'est Tony Parker. Tony Parker et David Ginola. Donc là, on est vraiment sur des sportifs. Et je pense que le sport... ils auraient... Ouais, c'est un peu... Il y a de ça, je suis d'accord. Pour le coup, vraiment, sur le sport, on est vraiment sur une... Waouh, il y a une pub. Je vais me faire ban, frérot. C'est qui? Fridan. Sponsoré... Fridan, faites un virement, s'il vous plaît. Frérot! Ouais, il y a des pubs. Il n'y a jamais eu de pub. Ok, je suis revenu. Et oui, bref, le sport, il y a encore des pubs PlayStation. Envoyez-moi une Play 5, frérot. Je fais de la pub pour cette personne là, s'il vous plaît. Envoyez-moi une Play 5. Allez hop, c'est parti. Le sport, donc je disais, c'est l'un des seuls domaines où je doute sur vraiment le fait que t'es tout le temps aidé. Alors, c'est sûr que ça existe. Là, on peut prendre le cas d'un joueur de foot qu'on voit tous en ce moment en équipe de France et qui est un peu catastrophique, c'est Marcus Thuram. Et pour ceux qui aiment le foot, on sait très bien que Thuram, c'est pas un nom inconnu dans le foot. Et on voit tous qu'il est là parce que son père, c'est le frérot, c'est Lilian Thuram, qui lui a percé peut-être par son talent, mais ses enfants un peu moins. Après, il y a des gens qui sont très forts, mais qui sont pas connus, anodins. Oui, donc ensuite, je pense que dans la vidéo, elle va parler des streamers, des youtubeurs et tout le métier artistique,
Où là, il y a le talent, c'est sûr. Je pense pas qu'on soit meilleur qu'un autre ou quoi. Mais il y a aussi la chance, tu vois. Je pense que tu rencontres la bonne personne au bon moment. T'as beau être le meilleur. Si t'as pas cette chance-là au moment de ta carrière où t'es motivé et tout, je pense que tu réussis pas quand même. T'as beau être le meilleur dans ce que tu fais, t'as beau être le plus drôle et tout. T'as vu mon message, Jim? On pourra aussi parler de Paul Watson. Paul Watson, c'est celui qui s'est fait arrêter par la police japonaise. C'est celui de Greenpeace, non? Non, de Sea Shepherd. C'est Alicia? Je bois de l'eau, hein. Je suis au régime. Sans sucre, sans alcool. Dans 3 lives, je lève mon t-shirt. Là, pour l'instant, je peux pas parce que je peux pas. Ouais, Paul Watson, j'aimerais bien qu'on en parle plus tard, hein, sur un autre sujet, peut-être sur le sujet des personnes qui sont un peu emprisonnées pour rien dans le monde. Ça peut être sympa. Parce qu'il y a aussi le mec de Telegram qui s'est fait arrêter en France. On sait plus trop où ça en est, ça. Il s'est fait arrêter quand il est arrivé en France et pas de nouvelles. Après, c'est sûr que Telegram, c'est un peu le réseau social où il y a un peu tous les trucs qui se trament en douce et tous les trucs un peu illégaux. Donc, je sais pas. Est-ce qu'il peut être reconnu coupable parce que des gens sur son réseau social disent des trucs illégaux? Je sais pas. Mais c'est sûr qu'on parlera de ça, ouais. Bien fait pour sa gueule à lui. Pourquoi, frérot? Imagine, sur Facebook, il y a des gens qui disent des dingueries et qui organisent un attentat, personne ne le sait. Et Zuckerberg, il va en prison. Oui, je sais qu'il y a des trucs chelous qui circulent, mais est-ce que lui, il en est vraiment coupable? C'est ça la question. Juridiquement, est-ce que lui, il est coupable de ça, quoi? Alors, ok, il y a des trucs chelous, mais si c'est pas couvert par la loi, ils n'ont pas le droit de l'arrêter. Donc, je sais pas, c'est une question de loi. Je suis pas assez calé en loi pour voir ça, mais peut-être, ouais. Je sais pas. Donc bref, on disait que dans le sport, on va continuer la vidéo, que frère, il a consciemment refusé de donner des infos sur des pédophiles. Ah, c'est un fils de pute. Arrêtez-le. Mettez-le en prison, qu'il sorte jamais, ce bâtard. C'est vrai ça ou pas? Parce que c'est aussi que si c'est relayé par BFM TV, permets-moi d'en douter. Mais oui, peut-être. Alors s'il a vraiment fait ça, si c'est vraiment prouvé, ok, qu'il pourrisse en prison. Mais si c'est pas ça, je vois pas pourquoi il a arrêté. Bref. Donc oui, les sportifs, on peut peut-être leur laisser le bénéfice du doute. Vous êtes d'accord, Christine? Vous savez, en France... Alors lui, pas de bénéfice du doute, lui. Il y a des critiques dans tous les sens. L'adage « quand on veut, on peut » par « quand on peut, on veut ». Oh la punchline. On va essayer de répondre. Oh là là. Dans cette... Et la punchline, je sais pas comment tu t'appelles, ma sœur, mais la punchline, elle est incroyable. Quand on peut, on veut. Ça, c'est une dinguerie de dire ça. C'est hyper bien pensé. C'est pas toi sûrement qui l'a trouvé cette phrase, mais elle est pas mal. Super punchline pour finir ton introduction qui était hyper bien écrite. Calme-toi, c'est ta meuf. Non, je sais pas, elle a les cheveux trop longs et moi je suis déjà marié. Donc, c'est pas possible. Mais je pense que si on parle ensemble de politique et de débat, je pense que le débat il dure pas longtemps parce que je pense qu'on est assez d'accord sur. Ou alors c'est une image et en fait elle est de droite et elle déteste tout le monde. C'est parti. Cette nouvelle émission pour Blast. Salomé Saké. Salomé, tu vois, c'est vraiment un prénom de hippie Va gauchiste. être au cœur de toute cette émission. Le mot vient du latin mereo, le mérite, et kratos, l'État, le pouvoir. La méritocratie établit donc un lien direct entre mérite et pouvoir. On pourrait dire que c'est d'accéder au pouvoir par le mérite. 2 petites souris tombent dans un... Hop, c'est arrête-moi si tu peux. Le mec, il a pas compris que c'est pas le jeu. Frérot, t'as pas de points, mon ref. Mais il est une dinguerie ce film.
Un des meilleurs films que j'ai vu par Steven Spielberg. C'est une dinguerie. Un seau plein de crème. La première souris abandonne très vite la lutte et se noie. La deuxième souris ne renonce pas. Oui, Elle elle se fait du débat beurre, tant et putain. tant qu'elle finit par transformer phrase, la vraiment. crème en beurre. Et elle sort du seau. Messieurs, à partir de cet instant, je Putain, suis elle la était jeune, deuxième hein. souris. La méritocratie telle qu'on l'entend aujourd'hui Après, c'est vrai qu'il y a aussi... Non, en fait, non. J'allais dire qu'il y a aussi l'acting où il y a de la méritocratie, mais en fait, bof. Bof de fou. Elisa. Parce que je pense que... Et, tu vois, Elisa, c'est l'exemple parfait d'une personne qui a tout bien fait son théâtre, bien fait son école, tout bien fait des scènes des pièces de théâtre qui ont très bien marché. Et du coup, malheureusement pour elle, elle connaît personne dans le milieu pour l'instant qui est très très bien placé pour la mettre en avant. Mais tu vois, si Elisa, demain, elle rencontre une personne lambda dans un café où elle parle avec elle, et il se lie d'amitié et qu'en fait cette personne, c'est la fille de Isabelle Adjani, eh ben frérot, je pense que ta carrière, elle prend un autre tournant. Et t'auras pas plus de talent et t'auras rien changé dans ta vie. Hein. Parce que pour le coup... et d'ailleurs, Elisa, t'avais pas une amie qui était justement la nièce de quelqu'un de très connu, et genre la meuf, aucune expérience, et elle finit premier rôle d'un film. Bon, un film qui a floppé, mais elle a fait un premier rôle d'un film. C'est bien plus difficile de partir de zéro vu que si je m'appelais Dujardin. Ah bah ça c'est sûr, ouais. Surtout Dujardin. La nièce d'Adjani. Oh, je suis trop fort, tu vois? Inconsciemment, mon cerveau, il savait qu'il y avait une histoire comme ça. Donc la nièce d'Adjani qui a fait du coup un film, c'était un premier rôle. Le film, je sais plus comment il s'appelait, mais je crois que c'était un prénom de jeune fille. Et qui a pas très bien marché, mais en même temps, tu mets quelqu'un qui a zéro expérience dans un film, et juste parce que c'est la nièce d'Adjani, c'est incroyable. Il est nul, et maintenant, elle a des... C'est vrai! Ah, elle continue! Ah merde! Je pensais que c'était... Je pensais que ça n'allait pas marcher, mais en fait, si la méritocratie a bien marché du tout. Non, en fait, non, c'est pas de la méritocratie, c'est de l'héritage. Et dinguerie, super pour elle. En tout cas, elle a bien travaillé pour mériter ça. C'est vraiment bien. Félicitations à elle. Et comme à un plus gros niveau, à un niveau vraiment stratosphérique, on peut parler de Léa Seydoux. Léa Seydoux, La vie d'Adèle, tout ça, James Bond. C'est la famille qui détient, je crois, les cinémas Pathé Gaumont. Donc bon, quand tes parents et tes grands-parents, ils sont responsables de la diffusion de tous les films en France et que tu veux être actrice, alors ma sœur, je peux dire que tu vas pas faire beaucoup de casting, mais tu vas faire beaucoup de films. Ça c'est triste, ça. Donc ouais, voilà. Donc en fait, j'allais dire que dans l'acting, dans le théâtre, dans tout ça, il y a pas besoin de... Il y a que le talent qui compte, mais c'est faux. S'il y avait que le talent, ça serait... Je serais nulle part en fait, parce que je suis claqué au sol. Voilà. Aujourd'hui, c'est un idéal d'organisation sociale qui tend à promouvoir les individus en fonction de leur mérite, c'est-à-dire de leur aptitude, de leur travail, des efforts qu'ils fournissent, de leurs compétences ou encore de leur intelligence. Bref, l'idée, c'est qu'on obtient une réussite sociale dans une société donnée parce qu'on l'a méritée, que c'est le mode de fonctionnement de cette société, et donc qu'on est dans une méritocratie. Chapitre 1. Le mérite au cœur de l'histoire républicaine. Cette notion de mérite a pris de la place pendant la Révolution française, en opposition Merde. à la nouvelle Je vais me faire ban, il y avait un système 1. monarchique, Je suis mort. ouvertement basé sur La l'héritage chaîne, elle est familial. morte. Voltaire écrit d'ailleurs en 1770 « L'esprit de l'homme ne peut Désolé, imaginer Clément. un meilleur gouvernement que celui où tous les pouvoirs sont entre les mains d'une bureaucratie dont les membres ont été admis après de très difficiles examens. » Ouais, ça c'est fini mon ref. Hein. Parce que tous les pouvoirs sont aux mains d'une bureaucratie qui a fait des examens difficiles. Ou alors faudrait qu'ils se battent. Et le plus fort, il est président. Il affirme Comme ça, que si on dit cela quelque chose, on se fait péter la gueule. vertu et encourage le mérite. Il met en avant une notion de sélection par la compétence et la vertu qui préexiste aux Lumières et naît en réalité avec les prémices de l'État moderne, comme l'explique Annabelle Alouche. Richelieu parle déjà de la nécessité de choisir ses élites politico-administratives, sur la base des capacités et sur la base d'un concours. Ce principe de justice fondé sur le mérite naît bien avant et naît en fait de la construction des États modernes
État moderne qui, pour se développer, nécessite en fait de sélectionner ou de choisir plutôt exactement, pour prendre un terme plus précis, ses fonctionnaires sur la base des capacités et non seulement plus sur les origines. Bref, si on... Oui, mais ça, c'est impossible, ça. En même temps, après, pour un petit peu apporter de la nuance au discours, qui d'entre nous ici, ou qui de vos amis les plus proches, ne pousseraient pas leurs enfants ou leur famille à des postes où ils auraient un accès? C'est ça aussi qu'il faut se dire. Est-ce que vraiment... Oui, bah oui, mais ça c'est sûr. Là, je crois que dans la vidéo plus tard, ils vont montrer un petit peu des graphiques sur les élites qui passent dans des grandes écoles et les enfants d'ouvriers. C'est une catastrophe. Hein. Mais oui, mais bon, est-ce que toi demain t'as une entreprise qui cartonne et ton fils il veut travailler là-dedans? Est-ce que tu vas pas justement le pistonner un petit peu pour qu'il bosse au détriment de quelqu'un qui a plus de talent? C'est ça qu'il faut se dire aussi. Nous on n'a pas ce choix-là parce que malheureusement on n'a pas une entreprise qui cartonne et qu'on n'a pas de réseau hyper développé. Mais moi c'est une question que je me pose vraiment. Tu vois, si demain je sais pas, ça marche sur Twitch ou ça marche professionnellement ou financièrement j'arrive à m'en sortir très bien parce que je fais une activité qui rapporte beaucoup. Est-ce que si mon fils ou ma fille ou quelqu'un de ma famille est intéressé justement par ce domaine-là, est-ce que je le prendrais pas lui sans lui faire passer d'entretien ou quoi? Parce que tout simplement parce que je veux l'aider. Tu vois, c'est ça qui est dur à mettre en place. Donc peut-être qu'il faut aussi régler le problème en amont plutôt que de chercher un peu la petite bête à droite à gauche, quoi. On simplifie carrément. L'idée, c'est qu'on ne crée pas un État efficace seulement avec des gens qui ont hérité, mais aussi qui... Moi, je dirais à mon gosse, si tu veux que je te pistonne, fais des études d'abord. Oui, je suis d'accord. Oui, mais ça, c'est les gens qui ont des valeurs, tu vois. C'est les gens qui élèveraient bien leurs enfants et qui ont eu des valeurs justement de travail et tout, tu vois. Et après, forcément, t'as envie de le pistonner, bien sûr. Mais tu vois, là, tu dis, fais des études pour et je le ferai si t'es bon, tu vois. Mais sauf que les parents qui sont bien placés, ils disent pas tout ça à leurs enfants. Ils disent plutôt, écoute, au pire, tu reprendras l'entreprise de papa et on verra quoi. Mais ça, malheureusement, ça forme pas des élites qui sont dans l'empathie et qui vont justement bosser pour les autres. Ça, malheureusement, qui ont c'est mérité. Et ça change la donne. Mais ce qui va être nouveau avec les Lumières, c'est qu'on introduit la notion de justice, si fondamentale aujourd'hui. On ne récompense pas les citoyens au mérite simplement parce que c'est plus pratique, mais aussi parce que c'est plus juste. L'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rédigé le 26 août 1789, place le mérite au cœur de l'organisation sociale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Ça, c'est dans la Déclaration des droits de l'homme, ça? Frérot, ça fait bien... Attends, je vais relire parce que ça fait bien longtemps que ça n'existe plus, ça. Je suis revenu trop loin, non! Ah, c'est bon. Je suis un génie. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Mais frérot, si la vie était comme ça serait un bonheur. Elle a bien été écrite quand même, la déclaration. Après, elle est très mal respectée, mais elle est bien écrite. Cible à toute dignité, place et emploi public selon leurs capacités et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leur talent. Dans la foulée, en 1794, se créent plusieurs grandes écoles, comme le Conservatoire national des arts et métiers, l'École normale ou l'École polytechnique, pour le recrutement par concours sur la base des mérites individuels, afin d'être conforme à l'idéal républicain. On y est. C'est ça la base de tous les discours qu'on nous sort aujourd'hui. L'idéal républicain. Et c'est bien marqué un emploi public. Bah ouais, mais président, c'est public. C'est un emploi public. Ministre et tout. Là, on parle de ça, je pense. Hein. En tout cas, elle parle de ça. La fonction publique ministérielle et présidentielle. Tu vois, on parle de Sénat, de députés, des sénateurs, députés. C'est sûr qu'on parle pas de caissier ou de courtier en bourse. Hein. Je pense, en tout cas. Peut-être que je me trompe, je suis spicy.
Oui, mais le pourcentage de public-privé en France, bon, de quoi? Tu penses qu'il y a plus d'emplois publics que privés? Parce que ça a tendance à s'inverser, hein. Il y a de plus en plus d'entreprises publiques qui se privatisent, hein. Donc je sais pas si la tendance est toujours aussi élevée pour le public-privé. Après, le nombre d'emplois publics de qualité, il n'y en a pas non plus des masses. Ah, il y a surtout des emplois privés, ok. Ouais, mais bon, les emplois les plus importants, en tout cas pour la fonction ministérielle et la fonction présidentielle, c'est des emplois publics. Donc elle, je pense qu'elle parle de ça pour justement permettre au pays d'avoir des personnes qui le méritent aux fonctions les plus importantes du pays, je pense. Donc garantir l'égalité dans le public, ça fait pas tout. Oui, je suis d'accord, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, il y a plein de choses à changer, mais en tout cas, Salomé, elle est partie pour changer la France. Il est en grande partie fondé sur un système scolaire se voulant méritocratique, et c'est fondamental de connaître sa genèse pour comprendre à quel point nos inconscients et notre système en sont imprégnés. Parce que l'école en France, c'est au fondement de cette L'école, du coup, on tape des enfants de 3 ans quand ils pleurent. perception ultra répandue selon laquelle on peut faire tout ce qu'on veut, car l'école, c'est gratuit et c'est notre socle commun. Les discours des ministres de l'Éducation nationale en sont d'ailleurs régulièrement empreints. C'est ce fameux rôle d'école républicaine méritocratique que met par exemple en avant le nouveau ministre de l'Éducation, Pap Ndiaye, lorsque Jean-Michel Blanquer lui passe le... On peut dire que ce gars-là, Pap Ndiaye, il est ministre de l'Éducation, je crois. Il a été en tout cas ministre de l'Éducation et il met ses enfants dans le privé. Je dis ça, je dis rien. flambeau. Je suis un pur produit de la méritocratie républicaine dont l'école est le pilier. L'école, ce pilier. Car non seulement Où il n'y a pas tes enfants. l'école est accessible à tous, mais beaucoup de corps de métier sont accessibles par le concours des fameuses grandes écoles. En France, le recrutement par concours dans la fonction publique et les grandes écoles, qui naîtront après la Révolution, s'inscrivent dans cette idée de faire du pays une méritocratie. D'ailleurs, après la Révolution, Oh le frérot, putain, on dirait Hugo. se base même quasi totalement sur cette... J'avais jamais capté, mais t'es un sosie, Hugo. Avec une petite barbe, des cheveux un peu plus longs. T'es Napoléon, frérot, t'es la fierté française. Ouah, je suis choqué. Félicitations, mon ref, je savais pas que t'avais des descendants de cette qualité-là. Cette notion, et c'est un bouleversement. Des ascendants. La nouvelle noblesse impériale compte à l'époque essentiellement des parvenus dans ses rangs, c'est-à-dire des pauvres qui sont devenus maréchaux, princes, ducs et même rois de pays étrangers. Et au fil des transformations politiques, on arrivera à la Troisième République, où Jules Ferry, entre autres, mettra en place une école publique obligatoire avec de gros moyens, créée pour donner les mêmes chances à tous. À partir de là, le système scolaire met donc tous les enfants sur la même ligne de départ, en théorie. Mettra en place... D'ailleurs, on peut dire que Jules Ferry, on se complète, quoi. Mon ref, si t'as besoin de quelques poils à ce niveau-là, moi j'en ai besoin là, donc si tu peux... voilà, si on peut collaborer. Une école publique obligatoire avec de gros moyens, créée pour donner les mêmes chances à tous. À partir de là, le système scolaire met donc tous les enfants sur la même ligne de départ, en théorie. C'est à ce moment que l'égalité des chances devient officiellement l'un des principes fondateurs de l'école républicaine. Tous les enfants se voient proposer les mêmes opportunités, quelles que soient leurs origines sociales. Selon le sociologue Paul Pascali... Mais non, mais tu vois, déjà là, là, ce qu'elle dit, ça n'a aucun sens. Moi, je pense qu'elle va le démonter après, mais parce qu'elle n'est pas dans ce truc-là. Mais tu vois, quand tout le monde dit... l'école, quand on met nos enfants à l'école, ils ont tous les mêmes chances de réussir, mais c'est n'importe quoi. Mais comment tu peux penser ça encore en 2024 ? Quand tu vois qu'il y a des enfants qui sont dans des écoles catastrophiques, dans des collèges éclatés. Ah, pardon, excuse-moi, je suis spicy. Putain, heureusement que t'es là. Personne ne me le dit parce que tout le monde s'en fout de ma vidéo, mais... Et bref, quand t'as des écoles où t'as des profs qui sont là une fois sur deux, t'as des cours catastrophiques, que t'es 35 dans la classe, qu'il n'y a pas de chauffage en hiver, qu'il n'y a pas de clim en été, et que t'es là, et que tu dois bosser, et que tout le monde fait le con, et... Comment tu veux apprendre ? Comment tu veux apprendre ? La Troisième République a permis d'indéniables progrès pour les enfants du peuple par rapport à tous les régimes qui l'ont précédé. C'est bon la leçon ? Mais attention, n'en faisons pas une période idéalisée, car déjà à l'époque, si cette idéologie méritocratique est puissante, elle ne se traduit pas dans la réalité. Elle ne constitue en rien un âge d'or méritocratique. Pour l'immense majorité d'entre eux, les études commençaient à 6 ans et cessaient vers 12 ou 13 ans, sanctionnées par un diplôme.
Quelques rares miraculés, 1% d'une génération en moyenne, poussaient encore 4 ans jusqu'au brevet pour devenir instituteur, contremaître ou employé de bureau. L'école du peuple, pilier de l'imaginaire républicain, avait beau être gratuite et obligatoire, elle restait bien à distance des lycées et collèges, fréquentés quasi exclusivement par les enfants de la bourgeoisie de 6 à 18 ans, entièrement payants jusqu'aux années 1930. Et c'est tout l'objet de cette émission. Avant, en fait. On ne va pas y aller par 4 chemins. La méritocratie n'a jamais existé. Nous ne nous en sommes même jamais approchés. Si Pascal Pascali explique qu'il y a eu dans l'histoire des formes d'émancipation collective par l'école et la culture, il explique qu'il s'agit plutôt de rompre avec les illusions mémorielles qui piègent les débats. L'idée d'un autrefois glorieux ou plus chanceux revient à évacuer l'histoire des luttes qui, tout au long du XXe siècle, ont dénoncé sans cesse les faux semblants de l'élitisme républicain. Sa conclusion est claire, il n'y a jamais eu d'âge d'or de la méritocratie. D'accord, pour les classes populaires, la reproduction sociale tend à diminuer sur le long terme. Et aujourd'hui encore, elle demeure la règle. De quoi aux US c'est pire ? Bah je pense que c'est pire parce que du coup toutes les écoles à partir de la fac tout est payant, non ? Ouais, bah ça c'est une dinguerie. Ça c'est vrai que c'est abusé. Et d'ailleurs tu vois on est tous là enfin tous. Il y a beaucoup de monde qui s'inspire de personnes qui ont réussi de façon exceptionnelle à la Jeff Bezos, Steve Jobs ou Elon Musk. Mais ces gens-là, ils ont grandi aux États-Unis. Et ils ont tous eu des parents qui les ont aidés financièrement, tu vois. Ils ont tous eu ça, tu vois. Donc, ok, ils ont éclaté dans leur domaine. Mais les mecs, ils ont eu... en fait, ils ont commencé la course du 100 mètres, ils étaient déjà au 40e mètre, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que c'est plus facile. Après, si vraiment t'es éclaté et que tu cours très doucement, tu te fais rattraper. Mais normalement, t'es censé arriver avant tout le monde. Par exemple, Jeff Bezos, je savais pas, mais ses parents, ils lui ont prêté quand il a voulu lancer Amazon, tu vois, son truc de vente de livres. Ils lui ont prêté à l'époque, je crois que c'est en 95... Ils lui ont prêté 250 000 euros. Alors, ok, c'est pas la fortune qu'il a maintenant, mais commencer une entreprise, enfin que tes parents puissent te prêter 250 000 euros, non mais c'était même avant 95, je sais pas, je dis peut-être une connerie, qui peuvent te prêter 250 000 euros pour que tu démarres une entreprise où t'es même pas sûr que ça marche, tu vois, c'est un truc assez flou, c'est internet pour des parents, ils se disent, c'est quoi, ça va jamais décoller et tout, mais il a besoin de 250 000 euros, tiens frérot. Et 250 000 euros à l'époque, ça doit être le double facile maintenant, tu vois. Ça doit être 500 000. Donc moi, là, c'est comme si j'allais voir mes parents et je vais leur dire, écoutez, il y a une nouvelle technologie, l'IA, ça va cartonner, c'est un truc de fou. Je vais lancer une entreprise, j'ai juste besoin de 500K. Mais après, vous n'êtes pas obligé, hein. Mais j'ai juste besoin de 500K. Mais frérot, alors ok, tu peux te foirer. Mais ça veut dire que tes parents, ils ont pu te prêter 500 000 euros sans que ça les pénalise et sans avoir peur de les perdre, tu vois. Parce que moi, demain, si j'investis de l'argent en bourse ou quoi, y a une règle, c'est de toujours se dire, vas-y, j'investis ce que je peux perdre. Donc là, ils se sont dit, s'ils pensent pareil que moi, j'investis ce que je peux perdre. Je peux perdre 500K sans que ça me trouble ma vie, tu vois. Et donc, Jeff Bezos, avec tout le talent qu'il a eu, ça c'est indéniable, il a eu cette chance d'avoir des parents qui ont pu lui prêter 500 000 euros, tu vois. Donc il peut pas dire je suis un mec qui est parti de rien et je me suis fait tout seul. Ça marche pas, c'est pas possible. À partir du moment où tu as eu des parents qui t'ont mis dans une école incroyable, je crois qu'il était à Bristol, à Cannes, je crois. Non, je sais plus où il était, mais je pense qu'il était dans une université de fou. Du coup, comme tu dis, Hugo, qui coûte 300K pour payer leurs études, tu vois. Donc à partir de ce moment-là, déjà, quand tu es au stage, je pense que c'est encore pire que la France, tu démarres avec ça. Tu as des études payées à 300 000 euros, tu as un réseau qui s'est construit là-dedans. T'as un diplôme qui vaut de l'or et tu sors de là et tu veux lancer une entreprise, on te passe 250 000 euros. Je pense que ta vie est bien tracée, quoi.
depuis la Troisième République, nous n'avons pas réussi à mettre en place une méritocratie. Cette idée selon laquelle l'école corrigerait les inégalités pour mettre tout le monde sur la ligne de départ est encore fausse aujourd'hui, comme le montrait avec pédagogie cette petite émission d'alternative économique. Il y a Usain Bolt est mort. École de maintenir les inégalités en apportant davantage à ceux qui ont déjà beaucoup. Le milieu social a un fort impact sur l'orientation. À note égale, un élève issu de milieux défavorisés a 2 fois moins de probabilité d'accéder à une seconde générale ou technologique qu'un élève issu d'un environnement favorisé. Oh les bâtards. Depuis les années 60, le nombre d'étudiants a été multiplié. Accéder à une seconde générale ou technologique qu'un élève issu d'un environnement... Ils ont mis des métis. Et là, ils ont mis que des blancs. Défavorisés, favorisés. Waouh, moi, je porte plainte, frérot. C'est raciste ce que vous êtes en train de faire là. Blast, je vous aime plus. Favorisé. Depuis les années 60, le nombre d'étudiants a été multiplié par 8. Les sociologues appellent cette explosion d'étudiants la massification scolaire. Non seulement les jeunes font plus d'études, mais il n'est plus forcément nécessaire de venir d'un milieu privilégié pour y accéder. Et là, attention, je vais donner pas mal de chiffres, mais ils sont indispensables pour comprendre. En 2014-2015, un peu plus d'un quart des personnes âgées de 25 à 44 ans, dont les parents sont peu ou pas diplômés, détenaient un diplôme de l'enseignement supérieur, ce qui était impensable avant. C'est souvent sur ces chiffres que s'appuient les grands défenseurs d'un supposé système méritocratique. Mais ils oublient bien souvent d'autres données. Si la massification est réussie, les inégalités, elles, perdurent, notamment dans les choix des filières et la durée des études. Les enfants d'origine défavorisée ont moitié moins de chances d'entrer en seconde générale et technologique, puisqu'ils sont 42% à y rentrer, que ceux dont l'origine sociale est plus favorable, ils sont 85% à y rentrer. C'est le double. Les sociologues Yael Anselem-Mingui et Laurent Lardeux l'expliquent dans le livre Génération désenchantée. Avoir des parents exerçant une profession libérale, intellectuelle ou scientifique prédispose à faire des études plus longues. 70% d'entre eux étudient ainsi jusqu'à leurs 21 ans. Ce qui n'est pas le cas lorsqu'on est enfant d'agriculteur, puisque seulement 23% d'entre eux étudient jusqu'à leurs 21 ans, ou d'ouvriers non qualifiés, seulement 24%. Cette tendance inégalitaire s'accentue dans l'accès aux filières. Mais ouais, c'est vrai, parce que rien que moi, dans ma famille, ma mère a eu des enfants de pères différents, et mes 2 petites sœurs qui sont nées en 2010, 11, je vais me faire défoncer. Elles ont un père qui est de profession libérale, et du coup, c'est vrai qu'en fait, l'école est de suite beaucoup plus importante, et du coup, elles sont dans le privé maintenant. Alors que tous mes frères et sœurs avant, on n'a jamais été dans le privé. Donc du coup, tu vois qu'il y a vraiment une différence là-dessus, sur l'éducation, qui est beaucoup plus prise au sérieux quand tu as des parents qui font une profession libérale et quand tu as des parents qui ont des revenus plus aisés et qui ont eu, eux aussi, la chance de faire des études supérieures. Filière sélective, moins d'1 jeune sur 10 issu des 70% des ménages les moins aisés entre en master. À l'opposé, ils sont plus d'1 tiers à venir des 10% les ménages les plus riches. L'écart est colossal. En une décennie, les inégalités à l'école se sont considérablement aggravées en France selon le classement de l'OCDE, alors que notre pays était déjà le plus mauvais élève du fait de la forte corrélation entre origine sociale et résultats scolaires. En France, plus qu'ailleurs, l'origine sociale détermine les résultats scolaires. C'est-à-dire que l'école ne parvient pas à réduire les inégalités, elle a plutôt tendance à les amplifier par rapport à d'autres pays. Et les pays qui ont les meilleures performances moyennes sont aussi souvent des pays qui ont plutôt moins d'inégalités, comme les pays du nord de l'Europe. Une tendance confirmée par le rapport du CNESCO sur les inégalités scolaires réalisé en 2016. Les auteurs y expliquent que non seulement... Déjà, quand tu es de famille défavorisée, tu es aussi forcé de travailler plus rapidement pour gagner de l'argent plus vite. Donc tu vas pas faire de longues études non plus. Ça, c'est vrai, ouais. Ça, c'est vrai, mais peut-être qu'un peu moins qu'avant, peut-être parce que du coup, on a moins le droit de travailler plus jeune, mais je suis d'accord. Je suis d'accord que, en fait, déjà, tu dois vite partir de chez toi, en fait. Donc, en fait, tu dois vite, parce que souvent, c'est des logements un peu petits, des logements un peu compliqués, où t'as pas trop envie d'y rester, t'es en appartement, en HLM, où c'est un peu compliqué. Donc déjà, t'as cette envie de partir vite de chez toi. Et quand t'as envie de vite partir de chez toi, et que t'as pas des parents qui vont te payer un appartement, dans ton université, parce qu'il y a ça aussi, l'école ça coûte cher, mais aussi il faut payer tout ce qui va autour de l'école, tu vois. Il faut payer ton appartement quand tu vas être au campus, il faut payer ta bouffe, il faut payer ton électricité, il faut payer tes sorties, il faut tout payer, tu vois. Donc du coup, c'est vrai que tu dois vite partir de chez toi, donc tu fais pas de longues études. Seulement l'école hérite d'inégalités familiales, mais qu'elle les amplifie, favorisant un effet boule de neige entre inégalités de résultats, d'orientation, de diplôme et d'accès à l'emploi après le diplôme. À l'arrivée,
Seuls 18% des élèves issus des familles les plus défavorisées ont un diplôme de l'enseignement supérieur, contre 68% pour les enfants de cadres. N'en jetez plus, tous les chiffres montrent que les mécanismes de reproduction sociale en France, aujourd'hui, sont extrêmement puissants. Alors pourquoi de telles inégalités ? Eh bien car l'école ne corrige pas tout. Le célèbre sociologue Pierre Bourdieu le montrait déjà dès les années 60. J'adore lui. Les individus sont dotés d'un capital économique, social et culturel qui pèse tout au long de leur vie. Aujourd'hui, de plus en plus, il y a une autre forme de capital, qui est ce que j'appelle le capital culturel. Ce sont des ressources rares, inégalement distribuées. Il y en a qui Lui, il est sociologue et il joue très bien la pétanque. Non plus que d'autres, et qui, du fait de cette inégalité de distribution, donnent des profits. Et je pense qu'aujourd'hui, de plus en plus, dans les sociétés développées, mais même les autres, la reproduction des inégalités se fait de plus en plus à travers la transmission du capital culturel. Aujourd'hui, l'héritage familial pèse encore très lourd. Il pèse même plus lourd qu'avant, par certains aspects. On peut prendre les chiffres d'intégration des grandes écoles, notamment de Polytechnique par exemple. En 1950, 3% des reçus étaient enfants d'ouvriers. Aujourd'hui, ils sont 1%. Alors... Attends, c'est pas possible. 1% d'enfants d'ouvriers à Polytechnique ? Mais frérot, on s'arrête là. Mais la vidéo, elle est finie. 1% ! En 1950, il y en avait plus. Mais attends, mais comment c'est possible ? Je vais aller faire Polytechnique, moi. Je vais être le 1%. Pas assez fort. Alors que les ouvriers représentent près de 20% de la population. À l'inverse, en 1950, 50% des reçus étaient des enfants de cadres. Aujourd'hui, ils sont 80%, alors qu'ils représentent moins de 20% de la population globale. Dans ces milieux favorisés, culturellement favorisés, on a les moyens, les clés pour produire le bon élève. Ils sont accompagnés dans toutes leurs activités. On limite aussi bien aux États-Unis qu'en France, dans ces milieux-là, le temps passé devant les écrans. On oriente les choix culturels. Ça, c'est très important, ça. Et ça, je le fais aussi avec mon enfant. Les écrans, c'est avant 3 ans et jusqu'à ce que tu sois majeur, faut vraiment contrôler les écrans. Ouais. Voyage, on développe des talents qui ne sont pas que les talents scolaires, mais les talents extrascolaires, sportifs, créativité, etc. Ensuite se pose la question des territoires, qui pèsent là aussi très lourd. Quand on vit dans un territoire isolé, on a moins accès à l'information et on peut plus difficilement partir de chez soi pour aller étudier dans les grandes villes. Le système français, il est extraordinairement complexe, notamment ce système des filières sélectives, et qui ont tendance à être très concentrés du point de vue territorial, ce qui fait que beaucoup de familles, d'élèves ne sont même pas au courant de l'existence de certaines de ces filières. Dans les 3 plus grandes écoles polytechniques, l'école normale supérieure et HEC, on a 25% des élèves qui ont fait leur lycée à Paris, pas leur classe préparatoire, leur lycée. Les bacheliers parisiens, c'est 3% des bacheliers. On n'explique pas ça par l'écart de niveau ou à peine. Ça, c'est un facteur important, il me semble. Mais ça ne s'arrête pas à l'école. Et là encore, compliqué de continuer à défendre cette idée de méritocratie, car les inégalités de départ ne pèsent pas seulement sur le cursus scolaire, ça continue dans la vie active. Le niveau de vie en sortie d'études est fortement corrélé avec la profession des parents. Les enfants des ouvriers non qualifiés sont surreprésentés parmi ceux qui touchent moins de 1 000 € par mois. Ils en représentent 27%, alors qu'ils ne constituent que 16% de la population totale. À l'inverse, les enfants de cadres supérieurs sont largement majoritaires au sein de ceux qui sont le plus payés. Ils représentent 47% de ceux qui touchent plus de 5 500 €, alors qu'ils... Pardon ? Mais frérot, pourquoi j'ai pas été un enfant de cadre, moi ? Genre un petit cadre, tu vois, un 10 par 12. Frérot, 5005, 47% des enfants de cadre gagnent plus de 5 500 € par mois. Frérot, y a pas un petit cadre qui veut m'adopter, là ? Il ne constitue que 13% de l'ensemble de la population. Et ce n'est pas prêt de s'arranger, car les politiques actuelles de l'éducation ne tendent certainement pas à gommer les inégalités de départ. Mais non, les conditions d'enseignement se dégradent dans le primaire, le secondaire et aussi dans le supérieur, pour le plus grand bonheur du secteur privé. Ça, c'est très bien, ça. Franchement, Cheveux Spicy, félicitations. Tu vois, t'es un peu l'exception qui confirme la règle aussi. Et il y en a, heureusement qu'il y en a, mais heureusement qu'il y en a. Et c'est ce qui permet... En fait, cette vidéo aussi, elle va permettre... Je suis pas là pour être défaitiste et dire à tout le monde, non mais du coup, ça sert à rien, faites plus rien et bossez plus. Hein. Par contre, moi, en tout cas, ça me permet de me dire,
ok, c'est pas une honte si tu n'y arrives pas, tu vois. C'est pas une honte si à 30 ans, t'as pas une Rolex, bon, ils disent 40, je crois que c'est 40 ou 50. Mais bref, je veux juste dire que c'est juste que faut arrêter. En fait, c'est les gens qui te font culpabiliser qui ont tout eu pour réussir, tu vois. Et ça, c'est le pire. Parce que t'as les mecs qui sont là, qui te disent non mais vous avez tout pour réussir, vous êtes dans une société où vous pouvez tout faire de n'importe où, vous bossez. Les mecs qui font du dropshipping ou qui font du commerce en ligne et qui sont là, non mais frérot, si t'es pas millionnaire avec un ordinateur, t'as besoin d'une clé USB, d'un ordinateur et j'ai une clé 4G. Frérot, non. On peut pas tous réussir aussi, tu vois. On n'est pas tous là pour... et chacun a son bonheur à côté. Moi j'ai envie de réussir financièrement, j'ai envie de réussir professionnellement. Mais grâce à ces vidéos, tu vois, je me dis, je me sens plus dévalorisé par rapport à ces gens-là, tu vois. Si j'avais tout eu et que je partais du même point de départ que ces gens-là et que j'y arrivais pas, là j'aurais pu avoir un complexe d'infériorité et de me dire merde, je comprends pas. J'ai fait toutes les bonnes écoles, j'ai tout fait, j'ai eu de l'aide de mes parents, mais j'y arrive pas. Du coup là, peut-être que tu peux te dire bon, en fait, je suis peut-être éclaté au sol. Mais nous, en tout cas, et toi, Hugo, par exemple, félicitations parce que c'est encore plus dur d'arriver où t'es aujourd'hui, tu vois. Donc félicitations à toi. Pour la première fois en septembre 2022, on a dépassé la barrière symbolique des 3 millions d'étudiants. Les établissements qui les accueillent représentent désormais 25% des établissements d'enseignement supérieur. Une hausse spectaculaire de 10% par an contre 0,4% de hausse dans les universités publiques. Ouais, ça c'est fou. Et qui peut se payer ces établissements d'enseignement supérieur privés ? Eh bien, principalement ceux issus de milieux privilégiés qui n'ont donc pas mérité, mais hérité, puisqu'il faut débourser entre 7 000 et 12 000 euros en frais de scolarité. Mais moi, tu vois, faut pas se comparer. Non, c'est sûr, faut pas se comparer, mais faut réaliser qu'il y a tout, tu vois. Il faut réaliser qu'on part pas tous avec les mêmes chances. Et déjà, quand tu commences à réaliser ça, t'es plus détendu sur ta réussite personnelle et sur ta réussite financière, tu vois. Tu te mets moins la pression à te dire putain, j'ai toujours pas réussi, je comprends pas, j'ai tout bien fait comme on m'a dit, comme j'ai lu dans les livres ou comme on m'a dit dans mes vidéos de motivation, mais j'y arrive pas, tu vois. Au moins, on peut être millionnaire, mais on a kiffé notre vie, on a voyagé pendant 5 ans. Oui, bah non, mais ça, je suis complètement d'accord. Mais encore une fois, chacun choisit sa vie. Hein. Mais même si on n'avait pas voyagé pendant 5 ans, en 5 ans, avec un salaire moyen à peut-être, allez, on va dire 2500 euros par personne, si on a des bons salaires tous les deux, on est à 5000. Sur 5 ans, avec 5000 euros par mois pour un couple, on arriverait du coup à 60 000 euros, 60 000 euros par an. Du coup, on aurait eu 350 000 euros en 5 ans si on dépense 0, sachant que tu dépenses toujours 80% de ton truc. Tu aurais économisé en 5 ans peut-être 40 000 euros, tu aurais eu un apport pour un appart. Voilà. Alors c'est bien, je dis pas, hein, mais du coup, tu as fait 5 ans pour avoir un appart. T'as toujours pas payé. Dans le privé contre Et bref, j'allais dire que moi, 100% je paye l'école privée. Quitte à me mettre mal, je paye l'école privée à mon fils. Je suis obligé. T'es obligé. Si tu veux que ton enfant ait toutes les chances pour réussir, tu fais ce sacrifice. Et tu lâches 12K par an pour ton école. Mais après, je pense qu'il y a quand même des aides. On est quand même dans un pays où il y a pas mal d'aides sociales. Donc peut-être pour des revenus plus inférieurs, tu payes pas 12 000 euros ton école privée. Enfin, j'espère. 170 euros par an à l'université. Rajoutez à cela le poids des cours particuliers dont le business augmente, là aussi, chaque année, et qui sont payés, surprise, principalement par les parents les plus privilégiés. Et pour terminer, 50 euros le même cours de dans maths, le cas où on a réussi à devenir ce qu'on pourrait appeler un transclasse, c'est-à-dire quelqu'un qui a surpassé les déterminismes sociaux et qui a réussi à obtenir une... Ça, c'est Hugo. Hugo, t'es un transclasse. Je connais pas ici. Reviens, s'il te plaît, t'es un transclasse. T'es le seul transclasse que je connais. Profession bien rémunérée, eh bien ce n'est toujours pas assez pour réussir à obtenir un niveau de vie en fonction du mérite, car jusqu'à la fin de votre vie, ce déterminisme social nous suit. Pour ça, on va parler immobilier. J'ai voulu la faire, le mais... logement en France est massivement détenu par les plus âgés d'entre nous. Pourquoi ? Car ils ont investi dans un contexte favorable et les plus de 50 ans qui ont pu investir avec facilité entre 1970 et les années 2000. Ça, je sais pas si c'est une légende, mais c'est vrai que j'ai quand même l'impression qu'à l'époque, frérot, t'achetais une maison parce que tu juste t'avais dit bonjour au propriétaire. C'est une dinguerie quand même, mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas si c'est une légende ou si tu gagnais moins
et ça coûtait moins cher, donc au final, ça revient au même. Mais les frérots, avant, ils achetaient des maisons ou des appartes en détente. Et là, maintenant, pour acheter ton appart, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Où j'habite, en tout cas, avec le salaire que j'ai, c'est impossible pour l'instant. 2000 s'enrichissent depuis grâce au boom immobilier historique, et ce, au détriment de tous les autres, notamment les plus jeunes. Je vous l'expliquais dans cette vidéo sur la crise du logement, vouloir accéder à la propriété sans héritage aujourd'hui, c'est comme arriver à une partie de Monopoly au 10e tour. Même un travail qui rapporte, finalement, ça suffit plus pour s'acheter un bien immobilier dans Paris ou dans les grandes agglomérations françaises. Et le travail ne suffit clairement pas pour rattraper cette inégalité majeure. La dynamique est claire, plus le temps passe, plus la part de richesse que l'on détient... Pardon ? Je retire. T'es pas un trans. T'es pas un transclasse, mon ref. Tu t'es fait aider. Non mais oui, mais bien sûr. Et ça, encore une fois, ça c'est hyper beau, tu vois, que ta famille s'est mis ensemble pour payer ton loyer. C'est sûr que c'est hyper bien. Et ça, c'est pas... Ça, c'est une aide, et tu le reconnais, tu vois. Donc là déjà, t'es différent des 99% des gens qui ont réussi avec des aides, parce qu'ils le disent même pas, tu vois. Jeff Bezos l'a dit, par contre. Jeff Bezos le dit qu'il a eu 250K. Mais oui, mais t'es obligé. Et moi, mais en fait, si on m'avait dit... va faire tes études et je te paye ton appart, je l'aurais fait. Faut être un fou pour dire non, mais en fait je veux juste pas que tu m'aides, je veux réussir tout seul, je l'aurais fait 100%. A été hérité et non mérité. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'analyse économique qui assure que la France est une société d'héritiers, car la part de la fortune héritée dans le patrimoine total représente 60% contre 35% au début des années 70. Là encore, je vous renvoie à cette vidéo sur Blast que j'avais réalisée et où on détaillait les mécanismes de reproduction du patrimoine via l'héritage. On vit dans un monde qui se caractérise par une très grande prospérité des patrimoines. Quand on regarde par exemple la France, la valeur des patrimoines privés représente l'équivalent de 5 à 6 années, ou même presque 7 années en France, 7 ans de revenu national. Et là encore, la dynamique est terrifiante. Si la génération de mes parents ne jouissait déjà pas de la méritocratie, comme on l'a montré dans ce début d'émission, la force de la reproduction sociale augmente. Ouais, mais je pense que là, je la sens venir là-dessus. Je sens... Ça marche. Merci beaucoup d'être passé, Elisa. Ça fait trop plaisir. Gros bisous et tu passes quand tu veux. Si t'es pas remonté, si tu veux redescendre, c'est quand tu veux. Comme ça, on joue à Sea Salt and Pepper. Bah, avec plaisir. Gros bisous, Elisa. Fais un bisou à tout le monde. Le pire de tout, c'est l'héritage. Tout revient à l'État et on partage. Alors, je crois qu'elle va y aller là. Là, je la sens chaude pour aller vers l'héritage. Je sais pas, franchement, je sais pas trop. Toi, tu penses que ça serait mieux comme ça ? Je pense que ça serait mieux comme ça aussi, mais est-ce que du coup, toi, tu serais pas deg si demain, t'arrives à amasser une fortune et qu'il y ait rien qui aille à ton fils, tu vois, ou ta fille ? Est-ce que tu serais pas deg quand même ? Mais je suis d'accord avec toi que au moins là, c'est complètement juste. Ce que tu as gagné de ton vivant, tu le dépenses de ton vivant. Si tu meurs avec tout ce que tu as gagné, ben, ça repart dans le public, tu vois. Ou c'est redistribué, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je suis partagé sur l'héritage quand même. Je pense que, de toute façon, je pense que le plus gros héritage d'une famille ou d'un groupe de personnes aisées, je pense que c'est leur réseau, tu vois. Parce qu'on peut te donner 10 000 euros ou 1 million. Si t'es nul et que t'as aucun réseau, je pense que tu fais pas grand chose, tu vois. Oui, non, mais ça par contre, je suis 100% d'accord. Personne n'a besoin de 100 millions. Mais ça c'est... Tu vois, un certain niveau d'héritage, personne n'en a besoin. Et personne n'a besoin de 3 milliards pour vivre, tu vois. Là, j'ai vu un article, Elon Musk en 2027 ou quoi, ou 2026, non, peut-être plus tard. Ça va être le premier billionnaire du monde, tu vois. Il va arriver à 1000 milliards. Mais où est-ce que c'est normal d'arriver à 1000 milliards d'assets, de propriétés, d'entreprises, peu importe, tu vois. T'as 1000 milliards. C'est quoi l'intérêt ? Excuse-moi, mais c'est quoi l'intérêt ? Et du coup, je suis d'accord que personne n'a besoin d'hériter de 100 millions. Ça, je suis 100% d'accord. À une vitesse affolante. Chaque année qui passe en France, le patrimoine pèse un peu plus lourd. Bref, résultat,
Selon l'OCDE, il faut en moyenne 6 générations pour sortir de la pauvreté. Et la richesse n'est clairement pas répartie en fonction de l'intelligence, par exemple, comme le montre l'excellent Monté de la chaîne Linguisticae. Si le mérite existait et si l'on vivait en démocratie, on aurait une redistribution de la richesse typiquement similaire à celle que l'on peut trouver sur la redistribution des résultats de tests de QI ou encore des heures passées au boulot, en courbe de Gauss donc. Or, la répartition de la richesse dans un pays ne répond pas à cette courbe. Et il se trouve qu'on n'a pas non plus de corrélation entre le fait d'être dans les plus riches et les plus talentueux, l'un n'impliquant pas l'autre. On va voir si vous avez l'œil. Parmi ces t-shirts, il y en a un que j'ai porté à peu près une fois par semaine pendant 4 ans, soit à peu près... Eh frérot, j'avais pas capté que c'était une pub. Il m'a ken. Donne-moi de l'oseille. Transclasse. Et pourtant, dans les figures intellectuelles et populaires, les récits de transclasse ou transfuge de classe rencontrent un franc succès. Je vais vous dire un truc. Il n'y a aucune noblesse à être pauvre. J'ai connu la richesse, mais j'ai connu aussi la pauvreté. Et j'ai choisi la richesse à chaque putain de fois. Parce que quand je suis riche, je dois affronter mes problèmes en arrivant dans ma limousine, en portant un costume à $2000 et une putain de montre en or qui m'a coûté $40 000. Ça me dégoûte, ça. Ça, c'est tout ce qui me dégoûte, ça. Issus de milieux très modestes, alors que rien ne les prédestinait à ça, quelques individus connaissent des destinées extraordinaires. C'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. La sociologue Chantal Jacquet a étudié ces cas spécifiques dans un livre intitulé « Les transclasses ou la non-reproduction ». On peut prendre l'exemple de 2 prix Nobel de la littérature, comme Albert Camus, issu d'une famille d'analphabètes, propulsé par son maître d'école, et d'Annie Arnaud, fille d'épicier. Ou encore, plus récemment, de l'écrivain Édouard Louis, issu d'un milieu ouvrier et dont le père a connu de longues périodes de chômage. Ces personnages sont importants, car les quelques personnes qui passent à travers les mailles du filet servent d'alibi pour entretenir le mythe selon lequel nous vivons dans une société méritocratique. Alors qu'est-ce qui a fait la différence ? On présuppose que c'est la volonté. Ces individus auraient la rage de s'en sortir, de s'extraire de leurs conditions. Pour la sociologue, c'est un leurre. La volonté, c'est un mot, mais c'est un mot qui sert à masquer très souvent l'ignorance de ce qui permet un changement de classe, puisque quand on dit quand on veut, on peut, eh bien on se donne d'avance un principe explicatif, parce que pour vouloir, il faut vouloir quelque chose, et il faut bien que ce quelque chose ait émergé, qu'il y ait d'autres modèles sous les yeux. Non, fais pas ça, Chantal. Quand on veut, on peut, je dirais plutôt quand on peut, on veut. Salomé, tu nous as tous bernés, Salomé. C'était pas toi, c'était Chantal qui avait dit cette phrase. Salomé, je te déteste. Chantal, je t'adore. T'as fait une phrase de ouf. Édouard Louis, figure notoire de ce changement de classe, refuse d'ailleurs lui-même de servir de caution à cette idéologie. Il le rappelle, il n'a pas eu plus de volonté que les autres. Il a simplement été rejeté par son milieu à cause de son homosexualité et a donc dû composer avec ces nouvelles données. On peut avoir parfois l'impression que le transfuge de classe, celui qui fuit son milieu, celui qui veut se réinventer, c'est quelqu'un comme ça qui a toujours été pris de liberté, qui a voulu autre chose, etc. Moi, j'ai voulu montrer au contraire que cette trajectoire, à un moment donné, elle a été vécue comme par défaut, que j'ai été jeté, qu'avant de renier mon milieu, c'est mon milieu qui m'a renié. C'est mon milieu, ce qui est incroyable, vous dites, je voulais pas fuir. J'aurais tout donné pour ne pas fuir et pour correspondre aux attentes, pour être masculin, pour jouer au foot, pour aimer les filles. Une autre chimère moderne de la méritocratie est la fable de c'est beau, hein, c'est humble. Celui qui partirait de rien, prendrait des risques et construirait un business lucratif avant de devenir milliardaire. Je crois beaucoup au fait que dans la vie... Oh putain, non, pas lui, ils ont pas mis lui quand même. Ils ont mis Oussama Hamar, le frérot, qui a arnaqué tout le monde. Je sais pas si c'est vrai ça, excuse-moi si je m'attaque pas pour diffamation, je suis pas sûr. Mais voilà, ça c'est typiquement le genre de personnes qui vont faire culpabiliser les gens qui réussissent pas en disant qu'avec tous les moyens qu'on a actuellement pour réussir, on peut pas ne pas réussir. Et ça c'est typiquement le genre de personne qui me fout la gerbe. Le meilleur moyen de changer les choses profondément, c'est de montrer profondément l'exemple du fait que c'est possible et d'être vraiment aligné avec le fait que c'est possible. C'est la figure de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg et autres Jeff Bezos qui inondent nos imaginaires et ne cessent de répéter qu'ils ont travaillé pour en arriver là. C'est le mal incarné. Anthony Galuzzo, que l'on avait reçu sur le plateau de Blast, qui démontre que ces entrepreneurs stars ont souvent bénéficié d'un milieu favorable et d'un facteur chance pour réussir. Il y a une dimension légitimatrice.
C'est-à-dire, vous avez là, en fait, une élite économique qui concentre tout un ensemble de ressources, de capitaux, de finances et donc de pouvoir politique, puisque quand vous avez une capacité d'investissement gigantesque, vous pesez sur la marge du monde, très concrètement. En fait, à partir de là, vous légitimez donc un ordre social, et pour le légitimer, vous expliquez en quoi il est juste. Et pourquoi on est dans un ordre juste ? Parce qu'on est sur une espèce de démocratie par le marché où toute inégalité est fondamentalement juste, puisqu'elle s'explique par les actions de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce d'égalité fondamentale où on est tous acteurs sur le marché, on peut tous entreprendre, on peut tous essayer de trouver des idées, essayer de s'améliorer, tout ce qui est développement personnel, etc. Et en tant que tel, certes, on n'est pas responsable de là où on est né, mais d'après cette conception des choses, on est responsable de là où on est allé, et là où on a fini en quelque sorte. Et c'est bien la question que soulève cette omniprésence de la méritocratie dans les récits. Pourquoi sommes-nous si attachés à cette idée ? Qui a intérêt à ce qu'elle perdure ? Mais ça... Oh non, il y a une pub, j'allais mettre pause. Mais moi j'ai la réponse. Qui a intérêt que ça perdure, c'est les gens qui réussissent grâce à la méritocratie. Où est l'intérêt de ces gens-là à avouer qu'ils ont eu de la chance, ou qu'ils ont eu un héritage, ou qu'ils n'ont pas eu besoin de bosser de ouf pour avoir les contacts qu'ils ont eus ? Qui ? Je vois personne. Ou alors quelqu'un de très honnête, genre Show et Spicy, qui va dire ouais, ben moi j'ai été aidé par mes parents, mais les autres, je vois pas. Ils sont là, ils font des livres autobiographiques, où eux-mêmes d'ailleurs choisissent les gens qui vont écrire leur autobiographie. Ça, c'est une dinguerie quand même. Tu choisis une personne et tu l'écris avec elle, et t'es là et tu dis un peu ce que tu veux. Comme Elon Musk qui dit qu'il a jamais été aidé par son père, qui était propriétaire d'une mine d'émeraude en Afrique du Sud, qui a fait les meilleures écoles d'Afrique du Sud, qui est parti, et d'ailleurs qui est d'une des familles les plus riches d'Afrique du Sud. Les mecs, ils ont la plus grande maison de Pretoria, tu vois. Qui est parti ensuite au Canada parce que sa mère est un grand mannequin canadien, nutritionniste, healthy, tout ça, donc super pour la santé et qui a beaucoup de contacts. Qui part au Canada faire une des écoles les plus prestigieuses et ensuite qui crée sa société avec un petit don de papa pour lancer sa société. Donc, dis pas que t'es un self-made man. C'est impossible. Impossible. Tout le monde a eu de l'aide à un moment donné. En avril dernier, j'ai donné une interview pour le média Welcome to the Jungle, où je réfutais la notion de méritocratie. Clairement, la méritocratie est un mythe. Aujourd'hui, ce que j'essaie de démontrer, c'est qu'il vaut mieux hériter que mériter. C'est sûrement l'une des analyses J'espère qui que c'est toi m'a valu qui a le plus fait de cette haine en phrase. ligne, de messages agressifs et d'insultes. Waouh. Parce que remettre en cause la notion de mérite a quelque chose de dérangeant, voire de vertigineux. Nous sommes biberonnés au mérite. Remettre ça en cause, c'est remettre en cause sa propre réussite, celle de nos proches. C'est remettre en cause la légitimité du système dans lequel on évolue, et c'est prendre le risque de tomber dans un relativisme absolu. Et il me semble que c'est ça qui participe à créer des réactions aussi violentes. Malgré tout ce que l'on vient d'exposer, notre société continue à nous promettre une réussite basée sur le talent, le travail, l'intelligence, la persévérance. Ça transpire à la télévision, avec les innombrables émissions comme La France a un incroyable talent. 14 juillet, Patrouille de France. Tous les talk-shows de chant, de danse qui visent à dresser des exemples de parcours méritocratiques, sans parler des figures des youtubeurs ou autres streamers. Elle parle de moi. Je suis un streamer assez connu. Qu'est-ce qu'elle va dire sur moi ? Alors, parce que moi, je me suis fait tout seul, moi. Personnellement, là, il y a quoi ? Il y a 3 viewers. Des jeunes qui mettent là encore en avant une dimension méritocratique. S'ils en sont arrivés là, c'est avant tout parce qu'ils ont travaillé, parce qu'ils le méritent. S'ils ont indéniablement travaillé, ce récit, probablement sincère, vide leur parcours de sa substance politique et participe à faire perdurer le mythe méritocratique. Donc la notion de mérite, c'est une notion qui est une sorte de dénomination extérieure que l'on va projeter sur les individus pour considérer au fond qu'ils sont responsables de leur destin, ce qui est tout à fait commode d'un point de vue politique, puisque on pourra ainsi rendre chacun responsable de son sort. Alors oui, mais là je pense que là on est dans un cas où personne n'a tort et personne n'a raison en fait. Bien sûr,
que pour réussir, il faut bosser. Mais c'est sûr, c'est évident. Évidemment que tu dois bosser, que tu dois te lever, tu dois faire tes lives pour gagner en popularité, pour avoir de la communauté, une communauté qui se crée autour de toi. Ça, c'est évident, mais c'est évident. On peut pas dire que le mec, il bosse pas, tu vois. Mais par contre, là où ça va changer d'un streamer à un autre, c'est qu'il va avoir un moment, un facteur chance, qui va faire que tu perces, tu vois. Et ça veut pas dire que tu as plus bossé que l'autre qui n'a pas percé grâce à ce facteur chance, tu vois. Donc, c'est là où je pense qu'il y a un décalage des gens qui ont réussi et qui se disent « mais je me suis fait tout seul ». Alors que, oui, tu as bossé, c'est sûr que tu as bossé. Par contre, ça veut pas dire que tu mérites plus qu'un autre qui a exactement bossé comme toi, tu vois. Vous avez la même façon de parler, vous avez les mêmes sujets, vous avez la même façon de jouer aux jeux vidéo, je sais pas, vous faites les mêmes vidéos sur YouTube, mais il y en a un qui réussit et un non. Et là, c'est pas parce que tu mérites plus, c'est pas parce que tu as plus de talent. C'est parce que tu as eu de la chance, parce que tu as rencontré une personne qui a fait de la pub sur toi, sur sa chaîne, et lui avait 1 million d'abonnés. C'est parce que moi, je suis sur Twitch, et là, je me prends un raid d'une personne qui a 200 viewers, et du coup, on passe de 4 à 200, tu vois. Donc, bien sûr que je pourrais dire, ouais, mais j'étais en live, je bossais, tu vois. J'ai fait mon live tout seul, je me suis levé, c'est la première fois que je fais mon émission, je suis tout seul, il n'y a pas Clément, ok, c'est dur, je le fais. Mais par contre, je suis pas plus talentueux qu'un autre qui fera la même chose que moi, ou qui le fait même depuis 3-4 ans, tu vois, et qui désespère pas, et qui est là, et qui se lève, et qui fait ses lives tous les jours. Mais lui, il va pas percer, parce que du coup, il aura pas eu ce coup de chance qui a fait que cette personne a eu une envie de passer sur sa chaîne, ou qui a parlé là-dessus, et du coup, qui a fait décoller ta chaîne. Donc malheureusement, je pense que tu peux être très doué, merci Maltech, je peux être très doué, je peux avoir la meilleure façon de parler, ou je peux avoir des idées intéressantes, ou je peux être bon animateur, beau comme tu dis, et jamais réussir. Mais ça veut pas dire que j'aurais pas eu autant de mérite qu'un autre à avoir fait tous mes lives. Alors on n'en fait pas beaucoup, hein, mais c'est sûr que quand on va commencer à en faire beaucoup, on peut passer 1 an à faire un live par jour et jamais percer, tu vois. Et on peut faire 1 an où je fais 4 lives, et sur le 4e live, il y a un mec qui débarque et qui met un coup de pub exceptionnel, et du coup que je perce. Et malheureusement, ça c'est la chance. Drôle, je suis pas sûr. Cette idée, disons-le, est bien pratique à brandir pour les plus privilégiés. D'un point de vue conceptuel et moral, la méritocratie est présentée comme l'opposé de systèmes tels que l'aristocratie héréditaire, dans laquelle la position sociale d'un individu est déterminée par la loterie de la naissance. Dans un monde méritocratique, la richesse et les avantages constituent une rémunération de l'effort et non une aubaine provenant d'événements extérieurs. Et devinez qui sont les plus promptes à défendre ce mythe, les plus privilégiés, indéniablement. On ne réussit pas l'X, on ne réussit pas l'ENS, l'école normale supérieure, sans avoir beaucoup travaillé. Mais on ne peut pas attribuer les chiffres éloquents, par exemple, que 64% des gens qui sont dans les grandes écoles sont en fait issus des classes favorisées au seul mérite. Le problème, c'est que ça peut créer des élites qui ont le sentiment de ne rien avoir à redistribuer, puisque tout vient de leur mérite et non pas, effectivement, des chances que la République leur a aussi données. Alors si... Toi, je sais pas qui t'es, frérot, mais je t'adore. Là, ce qu'il vient de dire, c'est hyper important, tu vois. Et c'est là où, pour moi, dans ce pays, il y a un gros problème. C'est que nos gouvernants, si je peux dire ça comme ça, les personnes qui nous gouvernent, elles sont toutes, ou peut-être, allez, 1%, je peux enlever 1%, 99% des élites qui nous gouvernent, elles viennent de ce parcours-là d'héritage. Elles viennent de ce parcours-là de moi, j'ai tout eu, mais je m'en rends pas compte. Donc en fait, non. Je mérite autant qu'un autre, tu vois. Et parce que j'ai pas eu cette histoire-là d'avoir à passer par des concours, ou d'avoir à batailler pour aller dans une école privée, ou d'avoir à me sortir pour vraiment réussir, tu vois. En fait, ils arrivent au pouvoir et en fait, ils se disent, mais non, mais moi j'ai tout compris. Moi j'ai tout fait tout seul. Je vois pas qu'est-ce qu'on a à me reprocher. Moi, je connais l'école. Moi, j'ai fait une école privée. Je sais très bien ce que c'est. Je peux être ministre de l'Éducation. Mais frérot, non. Tu peux pas être ministre de l'Éducation si t'es pas passé par le parcours public. Tu sais pas ce que c'est, mon frère, le parcours public. Tu sais même pas ce que c'est. Tu t'es jamais allé dans des écoles publiques et c'est toi qui vas devoir changer l'école publique. Explique-moi comment c'est possible. C'est comme si moi, demain, je suis entraîneur de rugby. Alors que toute ma vie, j'ai fait du basket. Pas possible. C'est pas possible. Ou alors mon équipe, elle sera
éclaté au sol. Si la méritocratie n'existe pas, au sens de système politique fondé sur le mérite, pourquoi nombre de dirigeants, de responsables politiques, de journalistes ou d'intellectuels continuent-ils à nous sortir ce concept à toutes les sauces ? Eh bien car le mythe de la méritocratie a une utilité politique majeure. C'est ce qui sert à faire accepter à la majorité un système économique et social profondément injuste. En bref, ça sert à justifier la position des vainqueurs auprès des vaincus. Il y a quelques années, François Bégodeau faisait sensation sur le plateau de C'est à vous en soulignant le rapport... Et comme on dit d'ailleurs, oh, président, je suis pas chaud du tout en fait, hein. Parce que du coup, j'ai pas les compétences, je pense, pour l'instant, mais dans peut-être 2 semaines, je suis chaud. 2 semaines, je suis chaud, par contre, je change tout le gouvernement, tu vois. Et je mets plus personne. Et je ferme le pays, on ferme la France. Allez, c'est ciao. J'allais dire rien du tout, en fait. Rapport de force qui se cache derrière le discours méritocratique. Vous savez, je suis pas un héritier. Moi, je suis... Allez. Pourquoi il met des passages comme ça ? La cousine, là, elle veut nous tuer ou quoi ? Moi, je suis pas un héritier. Il a commencé comme ça, sa phrase. Moi, je suis pas un héritier. Ils font quoi, ses parents, Emmanuel Macron ? Attends, on va voir. On va voir ça tout de suite. Alors, faut pas que je fasse de dinguerie et que je change tout d'un coup. Je vais faire mode studio. Parents. Métier parents Macron. Alors... Comment il s'appelle déjà son père ? Jean-Michel Macron. Jean-Michel Macron, sur Wikipédia. Et déjà, il a une page Wikipédia, déjà, le frérot. Je pense qu'il pèse dans le game, tu vois. Est-ce que vous voyez ce que je marque là ou pas ? Ouais, je pense. Jean-Michel Macron, nanani... Oh, French doctor and professeur de neurologie à l'université de Picardie. Ok. Est-ce qu'on a besoin d'en dire plus ou pas ? Et Jacqueline ? Elle est où Jacqueline ? Est-ce qu'elle a une page aussi frérot, il est professeur de neurologie. Mais il a pas hérité de quelque chose, lui. Excuse-moi. Françoise Macron. Je suis hérité de rien. C'est fou de dire ça quand même, parce que c'est un manque de respect pour tes parents. C'est fou. C'est un manque de respect de dire ça. C'est-à-dire que tes parents... Ah non, elle a pas de page Wikipédia. Ok. Ça veut dire genre, mes parents, ils m'ont rien apporté. Parce que hériter, Macron, Emmanuel, si je peux me permettre, ça veut pas juste dire gagner de l'argent. Hein. Pour moi, j'ai hérité de mes parents de plein de choses non pécuniaires, si on peut dire ça comme ça. Moi, j'ai hérité de mes parents d'une éducation, d'un savoir-vivre, d'un petit peu peut-être de culture générale, d'une envie d'apprendre, d'une envie de réussir. Mais pas d'argent. Donc toi, c'est fou de dire ça quand même. Le manque de respect pour tes parents. Je suis né à Amiens. Il n'y a personne dans ma famille qui était banquier, ni politicien, ni énarque. Je pense que la virulence avec laquelle il se défend d'être un héritier vaut aveu, bien sûr, du fait qu'il l'est. Simplement, il est un sociologue pas assez fin, Macron. C'est-à-dire qu'il pense que l'héritage, c'est simplement la transmission directe d'un... Mais frère, mais excuse-moi, mais je devrais faire l'émission. Je dis tout ce qu'ils vont dire. Patrimoine. Non, on sait bien depuis Bourdieu et depuis tout un tas d'autres sociologues, et quiconque d'ailleurs observe la société s'en rendra compte aussi, qu'il y a des courroies d'héritage beaucoup plus subtiles. Ce que je dois à une famille qui m'a appris le sens de l'effort, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont éduqué, et après, j'ai jamais lâché le morceau. Voilà pourquoi il est si important de comprendre et de déconstruire le discours méritocratique. Excuse-moi, hein, je me moque, mais c'est vite fait. C'est avant tout un obstacle au changement. Dans son livre « La tyrannie du mérite », le professeur de philosophie politique à Harvard, Michael Sandel conclut la conviction méritocratique, selon laquelle les individus méritent les récompenses que le marché alloue à leur talent, fait de la solidarité un projet presque impossible. Et si on pousse le concept jusqu'au bout, même si la méritocratie existait vraiment, à quoi ressemblerait-elle exactement ? Si on prend la définition à la base, si on imagine un monde où les inégalités seraient corrigées, voudrions-nous vraiment que notre société fonctionne ainsi, en récompensant ceux qui auraient un supposé talent, une force de travail supérieure ? Même si l'idée de talent a été formidablement déconstruite par la neuroscientifique Sama Karaki, que l'on avait reçue ici, même s'il existait,
Est-ce qu'il serait vraiment juste de vouloir récompenser les individus en fonction de prétendus dons naturels ? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt créer une société solidaire par principe, c'est pour ça. quelles que soient vos aptitudes ? Je retire C'est pour cette raison Manu. que le sociologue Pierre-Michel Manger donne cette définition de la méritocratie avec laquelle j'aimerais conclure cette émission. La méritocratie est donc un système social problématique qui reproduit, légitime et naturalise l'inégalité parce que Salomé, on partage des idées. On peut, c'est surtout une phrase prononcée par des gens qui peuvent. La société française est profondément reproductrice d'inégalités sociales. Et si nous ne sommes bien évidemment pas au même niveau de reproduction que celui qui opérait pendant l'Ancien Régime, par exemple, grâce notamment aux acquis sociaux, nous ne sommes pas à l'abri de doucement y revenir. Les plus ardents défenseurs de la méritocratie, du mérite, sont souvent ceux qui ont davantage hérité que mérité, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et la cousine, elle a des punchlines stylées, hein. Franchement, Salomé, tu bosses. Hein. Alors, quand on veut, on peut. C'est pas toi. Quand on peut, on veut. Ça, c'est Chantal. On a bien compris. Mais qui ont plus hérité que mérité, c'est toi. Ça, je l'accorde. Prendre conscience de ces inégalités, de ces injustices, nous semblait indispensable pour 2 raisons. Premièrement, car c'est faire justice à ceux qui ne peuvent pas, que de ne pas leur laisser porter toute la responsabilité de leur échec sur leurs épaules. Affirmer qu'on vit dans une société méritocratique a finalement quelque chose de très cruel. Car si on part du principe que ceux qui ont tout méritent ce qu'ils ont, c'est aussi partir du principe que ceux qui ont peu ou pas, que ceux qui sont privés d'accès à des choses aussi fondamentales que de la nourriture ou le logement, le méritent aussi. C'est normal. Les pauvres, c'est fait pour être très pauvres et les riches, très riches. Deuxièmement, il est fondamental de comprendre la force de ces inégalités pour mieux les corriger, tout simplement. Puisque la question de la reproduction des inégalités sociales n'est pas à l'ordre du jour, on peut se permettre d'avoir une rentrée politique concernant l'éducation focalisée autour de l'abaya et non de la correction des inégalités. Puisque la majeure partie des gens ne sont pas conscients des dynamiques à l'œuvre concernant l'héritage, on peut continuer à avoir une politique de la taxation permettant à une partie de la population de partir dans la vie avec des millions et d'autres avec rien du tout, avec une... C'est là qu'elle a bien conclu la vidéo, tu vois. Quand tu pars, tu vois, elle a dit une famille permettre de faire partir leur enfant. Alors encore une fois, on est sur un débat qui est compliqué, c'est le débat de l'héritage. Mais c'est sûr que tu peux pas... en fait, on peut plus dire que la France c'est un pays méritocratique. On peut plus dire égalité, fraternité, paternité pas déclarée. On peut plus dire ça. Parce que là, elle vient juste de décrire le truc, tu vois. Tu peux pas mettre sur le même pied d'égalité 2 enfants. Un qui démarre sa vie avec des millions d'euros. Une famille qui sera derrière lui financièrement, culturellement, qui sera sur son éducation, qui lâchera pas l'affaire, qui va lui présenter des contacts de partout, qui va vraiment faire... C'est pas paternité ? Merde. Je crois que c'était ça, excuse-moi. C'est quoi liberté. Alors ça, on peut le dire, mais pour l'instant, quoi. Liberté, égalité, fraternité. Ça marche pas, en fait, parce que du coup, c'est pas égal. Tout simplement. Égalité, c'est pas vrai. Tu peux pas faire ça. Mais voilà, après, ça, c'est un autre débat. L'héritage, c'est un autre débat. Je veux pas rentrer là-dedans. Mais en tout cas, sache que si tu démarres... Parce que il y a une histoire aussi que j'avais entendue sur Bill Gates, où Bill Gates, déjà, ses parents, tous les deux, étaient... Alors, je crois que sa mère était au conseil des plus grandes entreprises des plus grandes entreprises américaines, je crois. Donc, et son père était un avocat hyper reconnu. Donc déjà pour un enfant qui naît dans les années... je sais pas quand il est né, en 40 peut-être, je sais plus. 40, j'abuse un peu, mais... Si, peut-être. Non, il a pas 80 ans. Bref, il est né il y a longtemps, tu vois. Et quand il était en âge de travailler, c'était un peu le boom de l'ordinateur. Et le gars, déjà, avait une chance folle, c'est que du coup, il avait un ordinateur quand ça coûtait une fortune, quand ça coûtait le prix d'une maison, tu vois. Donc le mec, en fait, il a démarré avec tout ce qu'il fallait pour apprendre. Alors, je dis pas qu'il a pas de talent. Je dis pas ça. Mais par contre, je dis aussi qu'un Indien au fond de l'Inde, tu vois, à Bombay, et qui apprend de lui-même à gérer un ordinateur ou à faire des trucs comme ça,
il a plus de mérite que Bill Gates, tu vois, là-dessus. Parce que je pense que le mec, il a vraiment un vrai don pour l'informatique. Lui, il est né, on lui a appris ce que c'était un ordinateur, on lui a appris ce que c'était un processeur, on lui a tout appris. Quand d'autres, pour eux, ils savaient même pas que c'était possible d'aller sur Internet, tu vois. Ils savaient même pas ce que c'était un téléphone portable. Et en fait, ce gars, ensuite, a eu un don de ses parents aussi pour former son entreprise, pour faire son entreprise. Et aussi, plus important, sa mère, grâce à son réseau, lui a trouvé ses premiers clients dans ses processeurs qu'il vendait, tu vois. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Je dis pas que l'argent, c'est pas important, mais demain, moi, je décide de monter une entreprise. Voilà, je décide de faire avec mon meilleur ami du rhum arrangé, des cocktails. Et du coup, ma mère, elle me donne pas d'argent, mais elle me dit, écoute, j'ai peut-être pas d'argent à te donner, mais par contre, j'ai un mec qui me doit un service. Et ce gars-là, c'est directeur France de Leclerc, tu vois. PDG des rentrées de Leclerc. Et là, elle me dit, ok, tu lances ton entreprise, il me doit un service, je vais aller le voir. Et je vais lui dire, écoute, mon fils, il vient de faire une entreprise de rhum arrangé et de cocktails. J'aimerais que tu intègres son entreprise dans tous les Leclerc France. C'est fini, tu vois. Le game, il est plié. T'as un client qui est aussi gros que Leclerc pour tes produits. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Alors, ma mère m'a pas donné d'argent. Tu vois, j'ai hérité de rien. Je me suis fait tout seul. Parce qu'au final, j'ai pas eu d'argent pour monter ma boîte. Mais par contre, mon premier client, c'est Leclerc. Et du coup, avec Bill Gates, c'est pareil. Mon premier client, c'était IBM, je crois. Donc, il faisait des processeurs pour IBM. Je crois, c'est ça, ouais. Bah, frérot, le game, il est plié. T'as le plus gros client de microprocesseurs. C'est toi son fournisseur. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Alors, ok, ta mère t'a passé que 20 000 euros. Mais par contre, elle t'a donné le plus gros client de ta vie. Redistribution finalement très faible. C'est parce que nous ne nous saisissons pas de ces chiffres, de la sociologie, que la solidarité se délite, que les injustices augmentent, que les inégalités se creusent. Et lorsqu'on comprend qu'il vaut mieux hériter que mériter, alors peut-être que les discours de certains responsables politiques prennent une toute autre couleur. C'est la fin de cette émission, j'espère qu'elle vous a plu. C'est la dernière de l'année, merci, elle est Salomé. vraiment importante pour moi, donc n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux. C'était sympa. À me dire allez-y, ce que vous en avez pensé, sur les réseaux. à la montrer à vos proches, à Noël, car oui, pourquoi pas regarder des vidéos de Blast en mangeant de la bûche. Frérot, je montre ça à Noël sur ma télé, mais je me fais terminer. Mais ma famille, ils me terminent. Ils ont pas du tout les mêmes idées que moi là-dessus, tu vois. Mais mes amis aussi non plus, tu vois, ils ont pas trop les mêmes idées que moi là-dessus. Hein. On n'est pas du tout calibré sur la même orientation politique. Peut-être je peux dire ça. C'est peut-être pas c'est une phrase, une blague. Ouais, franchement, elle est dans elle déconne, tu vois. Je sais pas si je peux dire déconne. Déconne, ça va, c'est un mot que je peux dire ou pas? Ou c'est une insulte de fou? Je sais pas, Chunguette, tu me dis. Si déconne, je peux le dire. Mais en tout cas, oui, nous on a souvent les mêmes opinions, c'est vrai. C'est vrai que nous c'est pour ça qu'on habite ensemble du coup. Hein. Ça aide, hein. Bacon, tu peux. Bacon. Elle béconne beaucoup en tout cas. Mais c'est vrai, voilà, tu peux dire ce que tu veux, mais je pense que tu fais une recherche sur toutes les personnes qui ont vraiment réussi. Tu trouves un truc. Et je dis pas que c'est bien ou c'est pas bien. Je dis juste qu'il faut l'avouer, tu vois. Et il faut dire la vérité. Écoute, je me suis pas fait tout seul et c'est pas grave. C'est très bien de se faire aider, tu vois. Mais il faut le dire. En famille, finalement. Je vous rappelle que Blast est un média indépendant. Donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous... Et là, je coupe la vidéo toutes les 3 secondes. Là, elle vient de sortir un truc intéressant, c'est que c'est un média indépendant. Et malheureusement, sur la télé que la plupart des gens regardent, il n'y a plus de médias indépendants. Donc là, c'est un autre débat, mais du coup, on a une information qui est trafiquée par des personnes qui sont au sommet de cette chaîne et qui veulent pas que des informations sortent quand elles leur desservent. #C8. Nous soutenir en faisant un don ou en vous abonnant sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Allez, salut Salomé. Eh bien voilà, écoutez, on vient de se faire une petite 1h45. Frérot, j'ai parlé pendant 1h45. Et ben en tout cas, merci de nous avoir suivis. Putain, j'ai l'habitude que Clément soit là. Quoi? #CH. C'est quoi #CH?
Steven, on arrive. Ah ouais, mais frérot, il est 21h40. Ah, 21h40 ? Je les ai jamais vus. Bref, en tout cas, merci beaucoup d'être venu me voir tout seul sur ce live. C'était pas facile, c'était un peu stressant, mais grâce au support de Chunget Maltek qui m'a soutenu pour que je fasse ce live, je suis fier de l'avoir fait et ça sera sûrement pas le dernier de la chronique de Jimmy, comme j'ai appelé ça. Je sais pas si le nom va rester, mais en tout cas, c'est vraiment un truc que j'aime faire, tu vois, parler un petit peu face caméra où je balance un petit peu mes idées et qu'on peut débattre. Bon, il n'y a pas grand monde qui a débattu contre moi. Il y avait plutôt Show et Spicy un petit peu, mais il était quand même avec moi. Il y avait Australian Beach, mais qui est parti très vite. Australian Beach, il nous manque. La chronique de Gigi. Ok, bah peut-être la chronique de Gigi, alors on va peut-être faire ça. Et bien en tout cas, merci Chunget Maltek d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et si vous voulez... Oh! Mais lui, il revient maintenant. Mais toi, t'es toujours là, t'es en sneaky. En fait, t'es en shadow, je te vois jamais. On va parler de l'abbé Pierre. Non, maintenant, je vais me coucher, mon ref. Il est 22h46. Mais en tout cas, je vais revenir pour d'autres lives solo. Clément et moi, on fait un live vendredi soir. Par contre, il faut être là parce que ça va être un live de fou. On va préparer plein de choses très stylées. Merci, Chunget Maltek. Je te fais un cœur sur toi. Et donc, vendredi, on est avec Clément à 21h sur Podcast Anodin où on va faire une vidéo où on va être plus détente, plus rigolade, tout ça. Et je vais essayer de planifier un autre live tout seul. Et les muscles. Et Clément va sûrement aussi essayer de faire des lives tout seul. Donc, restez concentrés sur les infos qu'on va lancer. Parce qu'il va y avoir pas mal de choses différentes entre Clément et moi. Mais tout aussi intéressantes. Et le podcast qui est l'émission phare de la chaîne. Qui va rester toujours là une fois par semaine. Donc voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Et je vous aime fort. Bisous à tout le monde.